Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui avec Fabien Hilbert. Fabien, bonjour. L'auteur de plein de jeux extraordinaires, Monostatos, etc. Natacha, non mais c'est très important. Maintenant je fais des présentations comme ça des gens et puis je dis à chaque fois des bons jeux à mettre. Attention, si tu parles en dehors de ton micro, Fabien ne t'entend pas. D'accord. Reprends les bonnes habitudes. D'accord. Nous sommes également avec Natacha Forel. Natacha, bonjour. On rappelle donc, toi, tu animes le blog qui s'appelle La Bibliothèque des Poussières et tu es également l'autrice d'un jeu qui s'appelle Le Rosaire Écarlate. Tout à fait. Qui n'est pas encore sorti. Encore en plein test. Au moment où nous enregistrons ce podcast, nous sommes également avec Flavie Brillant. Flavie, ça va la pêche. Oui, ça va. Donc on rappelle Pédago Fly, et puis en ce moment tu exploites aussi, tu es aussi en train de playtester un jeu qui s'appelle Nom de projet caché. C'est vrai qu'en fait ça fait un peu bizarre quand tu dis les trucs. Et puis voilà, et puis on rappelle qu'elle co-dirige la cellule là, avec quelqu'un que vous connaissez qui est votre serviteur Romaric Briand. C'est vrai que je me présente jamais. Ouais, c'est ça. Voilà, très bien, mais je n'irai pas plus loin dans les présentations. Aujourd'hui on va présenter un jeu qui s'appelle Tales of the Loop. Voilà, tout à fait. Donc Tales of the Loop. C'est quoi? From the Loop, non? Tales from the Loop, tout à fait. J'ai dit quoi? Tales of? Ouais. Ah, parce que la queue de la loupe, c'est pas la même chose que... C'est l'habitude des Tales of Un jeu Fantasia, de Simon Stallenhag, j'espère que je le prononce bien, qui a été traduit en français par Arkham Asylum Publishing. C'est important de dire aussi que c'est un jeu qui a bénéficié, donc que c'est l'auteur du jeu qui a fait les illustrations, et les illustrations participent pleinement à l'univers, à l'ambiance et à l'ambiance générale. Je vous montrerai ça plus en détail tout à l'heure. D'habitude, je suis très critique disons que de l'usage des illustrations d'une manière générale. Non, pas des illustrations, mais du fétichisme du livre-objet. Fétichisme du livre-objet, c'est-à-dire le moment où c'est plus important d'avoir un beau livre dans les mains qu'à d'avoir un bon jeu de rôle. Mais là, en l'occurrence, le travail sur les illustrations, sur les cartes aussi, est vraiment utile. Intéressant. C'est important. Un jeu qui a reçu le prix Annie Award 2017, me semble-t-il, qui est un prix aux États-Unis qui récompense les jeux de rôle particulièrement importants. Qui est-ce qu'on a parmi les Français? La traduction a été faite par Arnaud Zanier, Mathieu Saintou comme directeur de publication et Fabien Marteau comme secrétaire d'édition. Voilà, je lis les trucs. Bon. Alors moi j'en ai beaucoup entendu parler parce qu'il fait partie de ces jeux qui s'inscrivent dans la mouvance Stranger Things, c'est-à-dire cette mouvance qui justement reprend les codes graphiques et cinématographiques des années 80 et qui les remet à une sauce peut-être un peu plus moderne. C'est presque une espèce d'OSR façon alors c'est pas de 80 SR. Enfin ouais, mais je veux dire. Ouais, bien sûr. Et ça s'inscrit pleinement dans une thématique qui avait été abordée lors de la dernière saison, qui est celle de la nostalgie, puisque là on célèbre aussi une part nostalgique de notre personne, d'où la présence ce soir, j'imagine, de Flavie aussi. Petit peu. Donc ça se passe effectivement dans les années 80, à la fois fantasmé et uchronique, puisqu'on a découvert un certain nombre de technologies, de technologies qui font que il y a des robots qui peuvent se promener. Alors, c'est pas des robots, on n'en est pas au point où c'est des robots domestiques. Tu vas pas avoir un robot chez toi, mais tu peux avoir des robots qui explorent les champs, gardent des... Ils ressemblent à quoi? C'est des robots humanoïdes? Des robots humanoïdes? Alors écoute, je vais essayer de t'en montrer un parce que... chers auditeurs, ouvrez grand vos yeux. Donc voilà. Regardez bien dans vos oreilles. Regardez bien dans vos petits écouteurs. Tu vois, ça c'est des robots. C'est pas les meilleurs. Ok, donc en fait, c'est pas des robots humanoïdes, parce que Par exemple, c'est des tanks où il y a des sphères qui sont en train de créer des choses dans les champs. Faut imaginer ça comme les machines de la première trilogie Star Wars dans l'ordre de... c'est pas faux. Pas mal, ouais. Tout à fait. Très bonne référence. Bien vu, et c'est d'autant plus fin comme réflexion que précisément c'est soi-même c'est de la nostalgie, tu vois ce que je veux dire. Et l'autre technologie importante, c'est les espèces, l'utilisation de gros, d'antigravité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des ils camions ont pu créer le skateboard. Non, on n'en est pas au point où c'est individuel, tu vois. Ça,
ça c'est un gros robot par exemple. Ah oui, on voit un robot immense avec un tout petit bonhomme qui fait même pas la taille du pied. Mais c'est pas toujours comme ça. Et donc là-dedans, vous jouez des enfants. Il y a un certain nombre de règles de base qui sont. Alors, pourquoi je disais que c'était fantasmé, pardon, avant d'arriver aux règles de l'univers. Pourquoi je disais que c'était fantasmé? Parce qu'il y a des robots. Alors, oui, moi. Non, ça, c'est la dimension uchronique. Bonne réponse de la part de Natacha. C'est vrai. Non, ça, c'est la dimension uchronique, mais c'est aussi fantasmé parce que il y a, tu vois, c'est vu effectivement avec de la nostalgie. On te décrit, on dit oui, c'est l'époque, c'est l'âge d'or des jeux de rôle. Bon, ça déjà, par exemple. C'est une vision que je ne partage pas. Pour moi, l'âge d'or des jeux de rôle, c'est maintenant. Hein. C'est pas les années 80. On te dit aussi que, par exemple, il y a une réflexion à un moment qui me faisait page 15. À la suite des pessimistes années 70, tout semblait possible dans les années 80. Le monde allait de l'avant et se projetait vers l'avenir. Ah, grâce à Reagan, nous pouvions enfin transformer le monde en espace capitaliste. Voilà, c'est ça. Et ça, tu vois, par exemple, il y a plusieur fois des réflexions dans le texte où je me dis. C'est vrai que c'est saleté de hippie en pensant qu'il aurait pu éviter. On s'en est bien débarrassé. Quoi. Donc bon, il y a quand même une vision. L'arbre du cochon. Quoi. Mais cela dit, dans Stranger Things, quand tu regardes le making of, ils te disent que quand ils ont reconstruit les années 80, ils ont pas pu tout prendre des années 80. Par exemple, le langage raciste. Il y a un personnage, un des enfants dans Stranger Things qui est noir. Le racisme est quelque chose de beaucoup plus présent dans le langage dans les années 80 que aujourd'hui. Ouais. Et donc il y a des choses qu'ils n'ont pas pu reprendre. Quoi. Enfin, il y a des mots qui se disaient à l'époque, qui ne se disent plus aujourd'hui. Et merci bien. Donc voilà. Enfin, il y a quand même une dimension fantasmée, nostalgique qui existe. Alors après, il y a des règles de base. Donc alors, nous on va jouer dans la ville de Melor. Donc il y a plusieurs îles. À proximité de Stockholm. Il y a la possibilité aussi de jouer aux États-Unis, dans la ville de Boulder City. Et alors, donc moi quand j'ai pledgé pour le Kickstarter, je n'ai pledgé que pour la version PDF et la version en dur. Vous savez, on parle souvent de ces 500 rôlistes qui pledgent tous les jeux du jeu de rôle, etc. Et puis, c'est toujours des anonymes, on les nomme jamais. Mais là, on peut que Fabien, n'en fait pas. Moi, je pledge quand mais t'arrêtes pas de pledger des trucs. Non, mais quand ça a du sens, tu vois, enfin, pas, il y a une page contributeur à la fin. Ouais, tout à fait. Je pense de longues pages. Ouais, vrai. Enfin, il y a tout ça. Il y a un index des contributeurs. Donc si tu oui, mais moi j'ai pas de problème à pledger quand c'est des projets que je trouve intéressants, qui ont du sens, qui sont bien faits et qui sont délivrés à la fin. Et tant mieux. Tu vois, enfin. Donc ça c'est encore un autre problème. En tout cas sur celui-ci il y a eu zéro souci de mon point de vue. Très bien. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a aussi un supplément années 80 qui a été écrit, me semble-t-il. J'ai pas suivi ça de près, mais enfin qui permet aussi de jouer dans la France des années 80. Et donc il y a 6 principes de base. Petit principe numéro 1, votre ville natale est pleine de choses étranges et fantastiques. Puisque donc vous avez grandi à proximité de ce qu'on appelle le Loop, qui sont des espèces de grandes installations de recherche scientifique. C'est des grandes tours qui font 250 mètres de haut, tu vois, des trucs. Qu'est-ce que c'est ça, maman? C'est un accélérateur à particules. C'est ce qu'on voit là, qui ressemble à des sticks Menem à un moment donné. C'est ce qu'on voit sur la couverture. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois. Désolé, j'imagine que ça va être très frustrant pour les auditrices et auditeurs. Ouvrez grand vos yeux, s'il vous plaît. Non, mais par contre, la couverture, ils l'auront probablement dans le... Mais oui, dans tous les cas, 2, votre vie quotidienne est ennuyeuse et sans intérêt. C'est-à-dire qu'on va jouer des scènes aussi où c'est genre fais tes devoirs, ton grand frère est chiant, des choses comme ça. Ta petite sœur est rentrée dans ta chambre. Voilà. Lâche mon jouet, tu t'en sers jamais. Excellent. Le 3, c'est les adultes sont déconnectés de la réalité. Peu importe ce que vous pouvez dire, les adultes n'écoutent jamais et ne comprennent rien. Ils vivent dans leur propre monde, distinct de celui des enfants. Il est inutile de leur demander de l'aide pour résoudre les mystères ou surmonter les difficultés. Maman, on essaye de me tuer. Arrête d'être désagréable et va ranger ta chambre. Voilà, Antoine de Saint-Exupéry, si tu nous regardes, c'est pour toi. Ouais, c'est clair. C'est clair.
Le territoire du loop, donc à proximité des usines, des installations, est dangereux, mais les enfants ne peuvent pas mourir. Ça, c'est une règle du jeu, c'est-à-dire qu'il y a un certain niveau. Oui, parce que sinon, ce sera assez affreux. C'est là que Tales of the Loop se distingue quand même de Stranger Things, parce que Stranger Things, il y a quand même des trucs à choper un bon gros PTSD après. Hein, oui, mais les gamins meurent pas. Oui, mais enfin, c'est pas une promesse de l'univers, tu vois. Enfin, mais il y en a un qui au bout de 2 saisons où ils survivent. Quand t'es obligé de leur, oui, d'accord, mais quand t'es obligé de tirer sur les méchants avec des fusils, tu vois. Enfin, c'est que. Il y en a quand même un qui vit un truc pas cool avec un très très gros monstre. Arrêtez de spoiler Stranger Things, s'il vous plaît. Ça fait plus de 3 mois que c'est sorti. Hein. Et les deux dernières, on se doute qu'ils vont vivre des trucs pas cool. Hein, les deux dernières règles sont pas vraiment sur l'univers, mais sur la manière de jouer, qui est la partie est jouée scène par scène, le monde est décrit en collaboration. D'accord. Un des thèmes que je vais développer, ou en tout cas je vous le dis tout de suite parce que je trouve ça intéressant, c'est que donc c'est un jeu, ce que moi j'appellerais un jeu de rôle tradi, mais moderne. Voilà, c'est ça. Et que ce que je trouve intéressant dans Tales of the Loop, c'est que je sens, en tout cas moi j'interprète que dans ce jeu il y a énormément d'éléments qui viennent des réflexions de The Forge sur la manière de créer. C'est pas exactement un jeu de rôle traditionnel parce que tu as la possibilité de jouer en bac à sable ou de jouer dans des formes de scénarios qui sont qui sont assez inhabituels, qui empruntent à mon avis énormément à Apocalypse World. C'est-à-dire que l'inspiration énorme il y a des modèles par exemple. Vous allez voir que vous pouvez jouer différents types d'enfants, genre le rebelle, le métalleux, le geek, l'intello, la star de l'école, le sportif, qui sont comme les templates des personnages. Et il y a beaucoup de moments où le MJ est invité à poser des questions, comme dans Apocalypse World. Bien sûr. Ouais. La star de l'école, c'est génial. Oui. Natacha, ça reste un jeu à secret quand même, ou parce que tu avais l'air de dire qu'on crée des trucs ensemble. C'est un jeu. Alors, ils appellent ça des mystères. C'est-à-dire que une préparation s'appelle soit un mystère, soit une situation mystérieuse. Situation mystérieuse, c'est plutôt un bac à sable. Le mystère, c'est plus de l'ordre d'un scénario un peu plus habituel. Linéaire. Ouais, alors c'est un peu linéaire mais pas dirigiste quoi. Voilà, c'est ça, souple et solide à la fois. Référence au papier toilette des inconnus, voilà. On est bien d'accord. Et donc bon, et voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. J'avais joué aussi, j'ai fait même une mini campagne d'un jeu qui s'appelle Mutant Year Zero. Ah oui. Me semble-t-il, qui utilise un système très proche. Et alors dans Mutant Year Zero, les inspirations de Apocalypse World me semblent beaucoup plus fortes. J'imagine qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi, qui me diront non, c'est pas vrai, c'est pas inspiré de. Mais c'est peut-être même autour de cette table, tu vois. C'est mon interprétation. Je pense. Oui, bien sûr. Vous avez jamais joué à Apocalypse World toutes les deux? Si. Ah. Si, mais j'ai pas joué à Tale of the Loop, j'ai pas joué à l'autre truc donc. Et dans lequel, par exemple, tu commences en déterminant qui tu es, où est-ce que les scénarios, c'est beaucoup plus notre base est mise en danger. Et puis, il faut essayer de la développer. Le monde est collaboratif, tu veux dire le monde qui entoure les PJ. Voilà. Et pas le monde des loops. Le monde des loops, j'imagine qu'il est dans la base bien défini et bien décrit. D'accord. Voilà. Oui. Parce que c'est ça la question. Alors le monde est décrit. J'ai entendu la question de Natacha. Oui, c'est ça. Attends, est-ce que c'est même aux joueurs de poser? Parce que quand tu dis le monde est créé de façon collaborative, on pourrait imaginer que les joueurs, ou les joueuses puissent intervenir également sur les loops, à savoir quels sont les secrets autour de cette fameuse tour. Comme quand on crée les rumeurs pour les frontières. Je pensais aussi à un jeu alors c'est pas le Grumpf sur les frontières, mais c'est Emmanuel Bedouet. La version Shadowrun pas Shadowrun mais avec des corpos. Ah, de Grumpf. Ouais. C'est merde, moi aussi j'ai un trou. Alors là, bref, vous aurez reconnu. Voilà, c'est ça. Voilà, vous créez les rumeurs à ce moment-là, comme dans Chrome, il y a Chrome dedans, non? Dans Blistage, même s'il y a des secrets dans Blistage, tu crées qui c'est qui les autres, tu crées les objectifs du groupe. Ouais. Ok. Donc voilà, tu vois, c'est ça le truc. C'est que le loop, c'est quand même bien contrôlé par le meneur de jeu. Quoi. Merde, pourquoi j'ai connecté dans ma tête Mutant Year Zero et Tales of the Loop?
Parce que tu te rends compte parce qu'il y a des mécanismes de Apocalypse World. Ouais. On va encore dire que la cellule raconte n'importe quoi. Mais tant mieux, on est là pour vous raconter n'importe quoi. Et ça fait 10 saisons que ça dure. Et avouez-le, vous êtes contents. À force de dire n'importe quoi, c'est comme ça qu'on devient... N'importe quoi. T'aimes ça le podcast, hein, c'est pour ton plaisir que tu nous écoutes. Écoute, et on verra bien si jamais il y a matière à revenir là-dessus au cours du déroulé. L'essentiel c'est le jeu, Très bien. Bon bah c'est parti. On joue là. Ok. Je montre cette image, je pense que... Cette image en podcast. Oui, les oiseaux. Ma mère s'est fait agresser par une pie une fois. C'était sur le balcon de chez moi. Même mon chat, Prends le micro, c'est très intéressant. Mais mon chat était flanqué et était terrorisé. Et une pie, le bec, ça a quasiment la taille d'un crayon, quoi. Donc, quand elle était sur son bras et ma mère était comme ça et la pie, elle l'a lâché. L'agressait. Non mais alors, je vais te raconter une anecdote ici. On a eu des pans autrefois. Donc des pans, pannes. Léon. Exactement. Et un jour, en fait, il y a une dame qui venait nourrir les pans tous les jours et sans le vouloir, elle s'est approchée des petits. Et donc, quand elle a nourri les pans, il y a un pan qui lui est monté sur l'épaule et qui lui a picoré la tête jusqu'au cerveau. Donc, elle a eu le crâne fracturé et compagnie. Donc, les oiseaux, ça peut être potentiellement un danger. J'avais une chatte avant qui s'appelait Ploum. Qui faisait des miaulements provenus de l'enfer. Le chat de l'enfer, on l'appelait exactement. Et enfin, le truc, c'était que elle s'est fait arracher un œil par une panne qui s'est sentie menacée. Donc oui, les oiseaux peuvent être très dangereux. Et pourquoi on parle de ça ? Parce qu'on vient de finir une partie de Tales of the Loop. From the Loop. Tales from the Loop, j'y arriverai jamais. Hein. Mais moi non plus. Je vous rassure, j'y arriverai pas. Désolée, je crois que j'ai parlé en dehors des micros. C'est pas grave. Je crois que j'y arriverai absolument pas. Donc c'est bien Tales from the Loop. Et donc, il parlait justement d'oiseaux et de la menace des oiseaux. Donc, Fabien, est-ce que ça ressemblait à une partie de Tales of the Loop, à ton avis ? From the Loop. Alors, From the Loop, j'y arriverai jamais. Donc déjà, c'est. Alors, on vient de spoiler les auditeurs. J'aurais voulu pouvoir dire que c'est le premier scénario de la campagne qui est proposée dans le livre. La campagne s'appelle Les 4 saisons de la science détraquée. D'accord. On n'a rien spoilé à part ça. Et le premier. Alors le problème c'est que les titres le titre de chacun des scénarios est hyper spoilant pour le scénario pour presque tous. Ouais. Et donc là, ça s'appelait Vacances d'été et oiseaux tueurs. Voilà, donc vous vous doutez que ça se passait durant les vacances d'été et qu'on a été confrontés à des oiseaux tueurs. Des oiseaux. Mais je vois pas en quoi c'est spoilant ça. Alors, il y a plein de trucs en fait que je vous ai cachés. Pourquoi j'ai gardé beaucoup de livres pour moi et je vous ai pas montré toutes les illustrations. Parce que il y a certains scénarios dont je vous le montrerai après, qui participent. Donc, auditeur, il faudra bien ouvrir vos oreilles à nouveau pour voir le livre. Voilà, c'est ça. Mais il y a certains éléments de l'univers qui, à mon avis, valent la peine d'être cachés aux joueurs jusqu'au moment où tu les révèles. Donc, moi, par exemple, j'ai fait attention de cacher le fait qu'il pouvait y avoir des oiseaux intelligents. Et il y a d'autres éléments dont on parlera après le podcast, mais pour éviter de trop spoiler les gens qui voudraient nous écouter. D'accord. Je pense que, si je vous dis que il y a des robots dans le livre, vous savez qu'il y a un autre truc qui est vraiment cool. Donc on en parlera. D'accord, ok. Mais enfin, en gros, on spoile pas beaucoup en disant qu'il y avait des oiseaux menaçants. Et pour répondre à ta question, donc moi c'était ma première partie de ma vie de l'univers de Tales from the Loop, et j'ai l'impression que c'était tout à fait dans les canons du jeu, que ça s'est bien passé. Mon sentiment général, je pense, je le redévelopperai durant le jeu, c'est que le jeu does the job. Il fait ce qu'il promet de faire, avec même parfois une certaine sensibilité, une certaine intelligence que je trouve chouette. Il a un certain nombre de défauts, mais qui sont liés, ma foi, au fait que c'est un jeu de rôle tradi, donc on retrouve certains trucs qui reviennent toujours. Mais dans l'ensemble, on aura peut-être l'occasion de revenir. Tu vois, moi par exemple, un premier sentiment, si tous les 4 on se voyait régulièrement, je pourrais me dire on se fait les 4 scénarios, tu vois. Cool, Natacha et moi on veut. Ah non, mais Natacha et Flavie allaient te le proposer, c'est certain. Donc je vois pas du tout ce que tu parles. Sortez les agendas. Moi je veux bien en plus. Hein. Ah oui. On peut se débrouiller pour se voir. Et donc vous vous en doutez, Natacha et moi, on a trouvé ça cool. Oui. Moi je viens de me rendre compte que j'avais pas mes notes, donc si vous voulez continuer à parler. On va peut-être commencer par présenter les personnages.
Je veux bien que tu me ramènes ma fiche de perso qui est restée en haut. Moi, je peux commencer par moi, comme ça, je vous laisse la parole après et je vais chercher mes notes qui sont là-haut. Donc, juste rapidement, moi, je jouais à un geek. Donc, avec mon Commodore 64. Stéréotype, c'était un geek. Voilà, et donc, j'ai des parents qui ont une bonne, j'ai un père qui a une très très bonne situation, qui est très bien placé dans une entreprise, donc il a de l'argent et à chaque fois, il me ramène du bureau les ordinateurs dont ils ont plus besoin ou quoi. Donc, il me ramène à chaque fois les derniers cris des ordinateurs que les entreprises utilisent à cette époque-là. Donc je me retrouve avec beaucoup de matos. En fait, je me suis inspiré d'un de mes propres potes pour faire ce truc. C'est-à-dire que, en fait, j'ai un copain qui était comme ça, à notre âge, Vivien, qui en fait, son père était très très haut placé chez Alcatel. Et donc, quand il était gamin, il avait constamment, son père lui ramenait Alors, il a été par exemple le premier à ramener un ordinateur portable. Alors à l'époque, c'était un monstre, si tu veux, quoi. Mais c'était un ordinateur portable, quoi. Et il jouait à Lara Croft sur l'ordinateur portable. C'était juste incroyable. Donc voilà, donc moi c'était un petit peu ça mon archétype. Tu t'appelais Borg. Je m'appelais Borge. Alors, ça c'est quelque chose qui globalement dans le jeu m'a posé un certain nombre de problèmes aussi, les noms suédois. Ça, je n'étais pas sûr de prononcer comme il fallait non plus. Donc voilà, que dire de plus? Tu dirais quoi de plus, Flavie, sur mon personnage? Alors il faut savoir que c'est moi qui ai créé le personnage de Romaric. Voilà, parce que j'avais de l'intendance à faire par ailleurs. Allez, va chercher ta. Ouais, je vais chercher mes notes, mais voilà. Alors, sur les fiches de personnages, il y a un certain nombre. Moi, un truc que j'ai trouvé cool déjà d'emblée, c'est le fait que ta chance est calculée en fonction de ton âge. Voilà. Que plus t'es jeune, plus t'as de points de chance. Donc plus t'es vieux, évidemment, moins t'en as. Mais plus t'es vieux, plus tu peux mettre de points dans les attributs, c'est-à-dire des choses qui vont te servir à chaque jet. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Donc quand j'ai créé le perso de Rome et mon perso, du coup, c'est vraiment des trucs sur lesquels tu te dis, bon, je vais avoir quel âge, qu'est-ce qui me ferait plaisir de jouer, et les deux sont compensés mais de façon assez intelligente. J'ai trouvé ça très très cool à faire. Oui, donc parce que tu as entre 10 et 15 ans et ton âge, c'est le nombre de points que tu peux répartir entre 4 caractéristiques. Et ton nombre de points de chance, c'est 15 moins ton âge. Donc tu as forcément entre 5 et 0 points de chance. Et quand tu passes à 16 ans, le jour de ton anniversaire de tes 16 ans... Alors, c'était mon intuition, c'est que du coup, c'est le moment où ton personnage devient injouable. Est-ce que c'est lié aussi au moment où tu deviens incrédule ? Au moment où tu te dis non, mais alors, en fait, j'ai pas vraiment vu ce que j'ai vu. C'était nos jeux de quand on était gamin. Ce qui est marrant, c'est qu'ils utilisent beaucoup de majuscules dans le texte du jeu, et ça fait qu'il y a une espèce de d'ontologie du jeu. Toi, il y a des espèces d'objets métaphysiques. Donc, il y a un objet métaphysique, c'est les enfants. Ils ont entre 10 et 15 ans. Et il y a un objet métaphysique, c'est les adultes. Et il y a des règles qui régissent ce que les enfants et les adultes peuvent faire. Par exemple, on avait un personnage, un PNJ qui a débarqué, qui avait 15 ans dans le... Mashsan, qui a débarqué dans le scénario. Et c'est dit plus tard que dans l'année, elle a son anniversaire à un moment. Elle devient un adulte et donc elle peut plus participer à vos... elle peut plus vous aider dans les scénarios. C'était ma nana. J'essaye. Ça fend le cœur, hein, mais c'est comme ça. Ah, c'est génial parce qu'on retrouve un peu ce côté Spielbergien où tu filmes les adultes au niveau en fait de la ceinture et pas plus haut parce qu'en fait les adultes sont tellement bêtes que du coup tu vas pas pouvoir avoir d'interaction avec eux, qui vont juste te prendre de haut et que c'est juste une masse grouillante d'adultes. C'est une règle métaphysique de l'univers que les adultes sont inutiles. Ouais. C'est génial. Ouais, vas-y. Alors cela dit. On finit la présentation des persos, puis moi j'aurai un autre truc à dire sur les adultes inutiles et... vas-y tout de suite sinon. D'accord. Cela dit, je trouve que c'est pas tout à fait vrai en fait. Okay. Parce que typiquement le PNJ qu'on est allé voir là, qui est ornithologue, il est adulte. Matt Stingblood. Non seulement il nous a cru, mais en plus il était confronté au même problème et il nous a apporté des billes pour. Effectivement, t'as des exceptions. Ouais. Et donc est-ce que c'est pas juste des grandes personnes liées au PNJ qui seront pas du coup des jokers Je pense que la règle de fond, c'est pour éviter que quand t'as un problème, t'ailles voir des adultes si tu veux. Comme c'est un truc d'aventure, faut que tu te débrouilles un petit peu toi-même. Il y avait une scène qui était très très chouette, c'est en fait les adultes qui s'occupent de toi ou qui veulent pas t'écouter, en fait ils sont chiants. C'est-à-dire tu viens pour lui parler d'un truc qui te tient à cœur et mais faut pas que tu oublies de mettre de la crème solaire, t'es sûr que tu vas y aller parce que tu vas prendre un coup de soleil. Mais putain, mais je suis en train de te parler d'un énorme problème à propos d'oiseaux qui parlent, tu fais chier. Ouais, c'est ça, mais n'oublie pas ta crème solaire, hein. C'est globalement le monde d'adultes en fait ne nous croit pas. Par contre,
avec le socle, etc. Le socle, c'est un adulte que tu vas voir et qui t'aide quand tu as des soucis et qui permet en fait de te soigner entre guillemets en termes de mécanique. En fait, le monde adulte est là pour te pouponner entre guillemets, pour faire un rôle en fait bien précis. Il est pas là pour t'aider à développer tes idées, etc. Il est là pour être à un moment en fait le truc qui va te protéger. Donc il est pas là pour t'aider dans l'aventure, il est là pour être un refuge. Alors ça c'est le socle. Fabien. Mais parmi les règles, il y a aussi faites des scènes de la vie quotidienne. Ce que j'ai essayé de faire de temps à autre. Et les scènes de la vie quotidienne, parfois ça peut être des trucs du genre. Mes parents se battent quoi, enfin y compris des trucs très très violents quoi. Moi de mon personnage c'est le rebelle. C'est cool. C'est Stellan et mon personnage cool. Dans les problèmes c'est mon beau-père a des problèmes d'alcool et on a joué une scène pendant le scénar. La première scène juste je m'engueule avec mon père, on sent bien que mon beau-père en fait il risque de me frapper en fait si je prends la canne à pêche. Et plus tard dans le scénar il se bat avec ma mère et ensuite il décide de faire une réconciliation très brillante sur l'oreiller et il y a une scène où mon personnage décide de se mettre sa chanson préférée sur les oreilles et de mettre à fond son Walkman pour pas entendre ça en fait. J'ai trouvé que, pardon, excuse-moi Fabien, j'ai trouvé que les scènes de Flavie faisaient beaucoup plus penser au téléfilm Ça de Stephen King que à Spielberg. Parce que dans la violence en fait qui s'exerce au sein de sa famille et tout, même s'il y en a aussi chez Spielberg, je dis pas, mais ça m'a fait penser vraiment plus à cette espèce d'enfant qui doit s'évader. Elle a pas le choix. Alors que nous, nos parents sont un peu bizarres ou un peu négligents, ils sont pas à l'écoute. Mais ils sont pas le problème. Ah, tes parents, ils étaient à la limite d'être abusifs quand même. Non, ils étaient absents. On peut pas dire ça. Ils sont partis en vacances sans moi parce que je déteste les vacances. Moi, je trouve que c'est un comportement abusif. Moi, je trouve ça triste. Oui, mais mon père est mon socle. Donc c'était forcément. Tu vois, quand tu fais dire à un moment donné, Fabien, tu fais dire à mon père un truc du style, oui, mais je t'ai comme tu me l'avais demandé, je t'ai laissé la maison pour toi tout seul. Okay. Puis voilà, c'était son trip, il voulait pas aller. Là, c'est de la négligence. Plus que de l'abus, c'est de la négligence en fait. Fly. Ok, d'accord. Natacha, tu voulais dire quelque chose ? Non, c'est aussi les règles. C'est ton père, c'est ton socle, donc là, concrètement. Mais en tout cas, les adultes ne sont pas à l'écoute. Mais de là à dire, il y a une différence entre le fait de jouer des scènes du quotidien, ça provoque des scènes qui non seulement ils sont pas à l'écoute, mais ils n'entendent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc ça crée. Ils sont dans un quotidien très ritualisé et très matérialiste par rapport à ce que vivent en fait les enfants. Le jus d'orange, et ça évite, je trouve, les caricatures au sujet de l'enfance. Parce que du coup, les enfants que l'on joue se retrouvent à avoir des problématiques d'adultes. Donc on n'est pas dans la caricature des enfants. On surjoue pas l'enfant qui fait « Ah mais j'ai peur !» Non, c'est pas du tout ça. On est obligé d'agir. Je dirais même que ce sont les enfants de ce point de vue-là, du coup, par le système, qui sont les adultes, qui vont être obligés de sauver le monde. C'est leur. Du coup, tu peux pas surjouer un enfant bête, parce que le but, en fait, c'est justement que tu le sois pas. À partir du moment où tu vas être 16 ans, tu vas avoir 16 ans, c'est là, en fait, où il va se passer quelque chose qui va faire que tu ne peux plus sauver le monde. Donc, les parents de Fabien. Les parents du personnage de Romaric étaient absents. Les parents du personnage de Fly étaient, on va dire, violents. Abusifs. Donc, ce qui fait que ce qui fait que le personnage de Fly était un rebelle, ce qui fait que le personnage de Romaric était un geek. Et pour Natacha. Donc moi j'avais des parents excentriques, anciens hippies, artistes, performeurs, machin, et donc du coup j'avais un archétype. Alors j'ai choisi les parents parce que j'ai pris cet archétype-là, l'archétype de l'intello, plongé dans ses bouquins. Les parents un peu trop présents quoi, trop prévenants presque. Ta mère un peu trop présente, et puis en même temps j'ai aussi essayé de jouer le fait que finalement c'est aussi moi qui essaye de la reconnecter à la réalité. C'est génial. Mais ça, c'est amené, vous savez par quoi ? On a l'impression que les enfants éduquent les parents. Oui, mais tu sais, c'est amené par quoi ? C'est amené par la création de personnages. Oui. Parce que lors de la création de personnages, pour chaque archétype, il y a des choses qui te sont proposées sur ce que tu vas choisir. T'es pas obligé de les prendre, mais ça oriente déjà ta réflexion et il y a des questions qui sont orientées sur la façon dont tu vas répondre. Alors je pense que on pourrait revenir effectivement un peu plus à la création de personnages. Donc on a parlé de l'âge, du nombre de points de chance et tout. Donc tu choisis un certain nombre de caractères, d'attributs, c'est assez classique. Et après, toujours à la manière d'Apocalypse World, comme je disais en préparation du podcast, il y a des questions qui te sont posées par le jeu, dans lequel tu dois cocher en disant je prends ça, et ça crée donc évidemment de la couleur. Un truc qui est très chouette, c'est que de manière générale,
Fabien. Les archétypes, les stéréotypes, le sont pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a un vrai effort, c'est senti, pour respecter une certaine diversité. C'est-à-dire, c'est pas obligé que tous les enfants soient hétérosexuels. Pour sortir un peu du binarisme de genre, notamment il y a plusieurs illustrations que moi j'interprète tout à fait comme pouvant être des garçons ou des filles seulement selon la façon dont tu l'interprètes. Et aussi pour sortir d'une certaine forme de manichéisme. Par exemple, les 2 derniers stéréotypes, c'est le sportif et la star de l'école, qui dans l'imaginaire, centré sur les États-Unis sont un peu les méchants souvent. Et ben en fait, il y a pas mal de moments où on te suggère que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, dans la star de l'école, une de ses motivations, c'est un soulagement de fuir le fardeau de la popularité. Comme Cordelia dans Buffy. Et voilà. Et je trouvais que la remarque de Flavie a fait cette remarque quand on a créé les persos. Et je trouvais que cette remarque était vachement intéressante. Pareil pour le sportif, il a une motivation, c'est agir comme il se doit. C'est un peu le paladin, quoi. Enfin, finalement, tu vois, il y a une forme de rectitude morale que je trouve très, 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 très chouette. Moi, j'avais beaucoup hésité entre le rebelle et l'excentrique était très, très chouette aussi. Ouais, tout à fait. Alors, il faut voir que la création de personnages nous a pris 2 heures et que la partie, elle, en a fait 5. Donc, sur 7 heures de one-shot, on a quand même consacré énormément de temps, mine de rien. Mais du coup, on met beaucoup de choses. Quelque chose que j'adore, en fait, dans le jeu de rôle, on a mis beaucoup de choses dans ces personnages et du coup, on a envie de continuer à les voir, en fait. Bien sûr. Et là, moi, pour le coup, en plus, t'as vraiment des idées quand tu crées. Alors, tout n'a pas pu être utilisé il y a des choses que j'ai pas utilisées. On parlera ensuite des PNJ. Mais il y a plein de promesses qui sont belles dans la création de personnages. Et déjà, le peu que j'ai pu voir, ça marche, en fait. Et du coup, j'ai envie, moi, de voir plus loin. J'ai envie de voir toutes ces promesses qui sont faites sur cette fiche. Par exemple, moi, j'ai mon beau-père a des problèmes d'alcool qu'on a vraiment très bien utilisés. Dans PNJ2, la fille que je trouve belle de loin et que je rêve de revoir, on la retrouve. D'ailleurs, ça pourrait plus être ma copine quand elle aura 16 ans, mince. Moi, plus tard, mon prof Nicolas ne se réveille pas du cauchemar dans lequel il est plongé. On précise bien dans la création de personnages que c'est le seul prof que j'aime. Et celui-là, plus tard, ça va être cool. Quel est le cauchemar dans lequel il est plongé? Ça a forcément un rapport avec les loupes. Enfin. Et alors, pour faire le tour à nouveau, pour reprendre un gros mot, de l'ontologie des personnages. Donc, il y a les compétences, les caracs. Et après, qu'est-ce qu'on te pose comme question? On te demande de choisir un objet fétiche, donc un élément qui te donne plus que tu peux pas perdre. D'ailleurs, entre 2 parties, tu peux changer d'objet fétiche. Tu peux dire finalement mon objet fétiche c'était le truc. Un problème, donc qui va permettre de créer régulièrement des scènes du quotidien. Une motivation, une fierté. Une fierté, ça te permet d'obtenir une fois dans la partie une réussite automatique. Et donc, par exemple, pour l'excentrique, je disais, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, une des fiertés proposées, c'est je ne suis pas hétérosexuel, ce que je trouve assez cool. D'ailleurs, le jeu fait un certain effort pour, c'est pas toujours parfait, mais un certain effort pour être inclusif. Donc, par exemple, maman dit que je suis très beau / belle. Donc, et enfin, les liens avec les autres enfants. Des liens avec des PNJ, le socle dont on a déjà parlé, donc l'adulte qui te permet de te soigner. Et les liens avec les autres enfants de la table aussi, qui permet du coup de créer un groupe direct. C'est un peu comme dans les films des années 80, on se rencontre mais on s'en fiche, on est potes et on se suivra jusqu'à la mort. Et là, c'est un peu ça. On démarre, mais on a déjà nos relations, on sera potes jusqu'à la mort, quoi. Et le repère, enfin, tu finis par créer un repère. Et vous, votre père, c'était ce qu'on appelle une sphère d'écho. Donc, pas d'écho comme déco l'émission, hein. Arrêt d'écho. D' qui fait de l'écho. C'est un peu comme si on avait pris place dans un déchet nucléaire, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est des artefacts. On sait pas trop à quoi ça sert. D'ailleurs, Ouais, mais ça ressemble à l'étoile noire. Et du coup. Ah ouais, non, mais tout de suite, là. De toute façon, là, on s'est dit, de toute façon, ton objet fétiche à toi, c'est un sabre laser à la base. Des artefacts du loop, et donc, dans lequel vous êtes installé, on sait pas trop à quoi ça sert. Et on a un poster de Star Wars dedans. Ouais. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, l'étoile noire est inspirée des sphères d'écho. C'est l'inverse, en fait, d'accord. Et un autre truc que j'ai trouvé vraiment cool, j'ai poussé beaucoup le personnage de Natacha à ça, c'est qu'un des objets fétiches l'objet fétiche de Natacha, c'était mon chien Plout. Voilà.
Pluton. Et l'avantage de Pluton, c'est que ça me permettait d'intervenir dans le scénario régulièrement. Qu'est-ce que tu jouais bien le chien. Ouais, je sais. Voilà. Hein. Et c'était vachement cool. C'était aussi un avantage pour mon personnage qui était pas très physique, pas très agile, pas très tout ça. Et donc j'avais un élément qui pouvait se battre à ma place. Le nombre de fois où t'as essayé d'utiliser Pluton, il y a des fois ça marche. Non, il faut qu'on trouve la carte d'utilisation du gars. Pluton, cherche une carte en plastique qui ne sent rien. Vas-y, cherche. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un super objet fétiche. Pour peu qu'on puisse appeler ça un objet. Ce qui était génial, et c'est aussi exprès pour ça que je l'ai mis en objet fétiche, c'est que comme c'est un objet fétiche, je ne peux pas le perdre, il ne peut pas être endommagé. Donc, pas comme dans Fable 3 ni 2. Pour un être vivant, en l'occurrence, il ne peut pas être tué. Voilà, donc c'est un PNJ qui ne pouvait pas mourir. C'était trop bien. Est-ce que tu penses les créateurs de Tales of the Loop ou quelqu'un qui jouerait à ce jeu depuis longtemps aurait accepté qu'un chien puisse être un objet fétiche? Mais ça fait partie de la liste qui est proposée pour l'intello. C'est dans la liste. C'est le bouquin. Okay. On n'a rien inventé, on a même repris le nom du... Désolé. D'ailleurs, Pluton, c'est le nom du chien dans la base. J'espère qu'on prononce bien Pluton, mais il nous en voudra pas, je pense. Donc voilà. Il y a aussi les PNJ qu'il faut qu'on crée, qui sont des trucs cool. J'ai vraiment trouvé ça hyper chouette. T'en as un qui est en gros sur le long terme et un qui va correspondre un peu, on l'a choisi, je crois que t'as choisi ça pour l'instant pour le premier scénar pour nous donner une porte d'entrée. Et j'ai trouvé ça cool de vraiment proposer des trucs au long cours comme ça. Je trouve ça vraiment chouette. Je trouve qu'ils arrivent à trouver un très bon équilibre entre faire des personnages qui sont attachants, qui sont plongés dans des vrais problèmes sont je vais pas retrouver le mot, qui sont complexes. Nuancés, quoi. Oui, c'est pas juste un rebelle, c'est pas juste une intello, à chaque fois il y a de la complexité derrière. Tellement apprécié le personnage de Fly pour ça. Et ça, par exemple, pour à nouveau, peut-être que ma comparaison est abusive, hein, mais les archétypes dans Apocalypse World, je l'ai déjà dit, mais je trouve qu'Apocalypse World n'est pas un jeu qui me fonctionne très bien avec moi. Je l'aime pas beaucoup pour plein de raisons. Et par exemple, moi je trouve les archétypes sont pas super intéressants dans Apocalypse World. Alors que là, assez naturellement, bon aussi parce qu'on se connaît tous les quatre depuis super longtemps et qu'on est très alignés aussi. Du truc. Il y a ça quand même. Ouais. Mais quand même, je trouve que la création de perso permet de créer des personnages qui sont assez chouettes, quoi. Oui, ça c'est certain. Et puis on était prêt à écouter les choses. Je vais reprendre un exemple. C'est moi, ma fierté, c'est je me bats contre l'injustice. Dans ce qui est proposé à la base, c'est je vais tout résoudre avec mes points. Et là, Natacha me dit ah ben non, vu le fait que toi tu me défends, parce que en fait dans mes liens, on a créé nos liens avant, et les gens pensent que j'ai une histoire avec Hilda, le personnage de Natacha. Parce qu'on s'enferme en fait dans les toilettes, etc. En fait, elle m'aide à dépasser ma dyslexie et à apprendre à lire. Et du coup, elle me dit bah non, vu comme tu es toi, ce qui serait mieux, ce serait que tu te battes contre l'injustice, ce serait plus cool. Et du coup, bah je la connais bien et tout, donc je dis ah ouais carrément c'est une bonne idée. Et du coup, je mets ça sur ma fiche. Parmi les choses, alors bon moi sur la création de personnages je sais pas puisque c'est Flavie qui a pour partie créé mon personnage. Par contre, ce que je peux dire c'est que la fiche de personnage m'a permis immédiatement de prendre en main mon personnage. C'est-à-dire qu'en fait, la fiche de personnage est hyper bien faite, elle est super simple. C'est très rare, je trouve, dans les jeux de rôle traditionnels, qu'une fiche de personnage soit non, quand même, quand tu penses à Nephilim, par exemple. Ok. Merci Fabien. Elle était bien. Donc voilà, non, oui, bon, comme vient de le faire remarquer Fabien, c'est rarement le cas. Et donc du coup, ça fait plaisir dans Tales of the Loop de voir aussi que la modernité des jeux de rôle classiques nous apporte cette simplicité-là. C'est vrai qu'elle est vraiment très... il y a un élément de couleur qu'on a oublié de mentionner. Et justement, j'allais mentionner la chanson favorite. Et moi, quand t'as dit ça, je me suis dit, c'est un truc qui sert à rien. Et en fait, non. On doit choisir une chanson favorite de notre personnage. D'ailleurs, il y a une liste de chansons des années 80 au cas où on n'a pas d'idée. Et en fait, ça a été un truc, moi, que j'ai beaucoup utilisé finalement. J'ai choisi ce Final Countdown. Et du coup, qui est quand même... Romain, tu peux nous le mettre, le Final Countdown ? Mais bien entendu. Alors pourquoi ils se marrent ? Parce qu'ils savent très bien que ça veut dire que dans un mois, quand je vais diffuser ce podcast, je serai obligé de faire un travail de montage. Voilà, merci Fabien.
Et donc du coup, des petits trucs comme ça qui pourraient paraître anecdotiques, en fait, sont cool et rajoutent non seulement de la couleur au personnage, mais moi, cette chanson, en fait, elle m'a permis d'approfondir la psyché de mon personnage. C'est un truc que je connais bien, hein, je vous le chanterai pas parce que je vous ferai pas cette horreur-là, mais vraiment, je me disais que c'était un leitmotiv pour mon perso, qu'il y avait des trucs qui faisaient qu'il allait y aller comme le chanteur avec sa permanente, et c'est aussi un refuge au moment où les parents se battent. C'est un refuge. Je me mets ça dans la tête pour me rappeler que c'est juste un compte à rebours et que je vais pouvoir partir. Si je compte à 10, je pourrais me barrer de ma maison, en fait. Romaric avait aussi c'est quoi la musique du niveau aquatique de Super Mario Bros. Underwater, niveau de Mario Bros. Et mine de rien, qui est une valse en fait. Ah d'accord. Voilà, c'est ça. Donc ça crée, enfin, il y a un décalage humoristique, je trouve. Et ce qui est intéressant, donc moi, comme je le dis aussi souvent, j'aime pas du tout manipuler à la fois de la musique et je trouve que ça trivialise la musique, je trouve que ça demande trop d'efforts aux joueurs, je veux pas du tout être MJ. Mais Romaric régulièrement sur son téléphone nous ressortait sa musique fétiche. Notamment quand j'avais des scènes un peu tout seul. C'est-à-dire en fait, on imagine, il est en train de geeker et là il met sa petite... et ça marche assez bien en fait pour l'ambiance, je trouve. Alors notamment, en fait, le deuxième moment où je l'ai sorti, c'est un moment où il y avait une scène où Natacha avait du mal à s'en dépatouiller avec ses parents. Parce qu'en fait, c'était une scène dans laquelle elle essayait de trouver des arguments, de bidouiller des trucs. Pour pouvoir faire semblant de dormir à la maison. Quand tu mets cette musique-là sur une scène où il y a quelqu'un qui est en train d'en chier, en train de se dépatouiller, ça crée un effet comique. Quoi. Et une scène géniale où t'es obligé d'appeler tes parents pour dire « Oh, je vais dormir chez Borges !» Enfin, on a tous fait ça quand on était gamin. « Ah, on n'a pas du tout sortir jusqu'à... Non, je vais dormir chez mes copains. » Non, mais non, pas fumer de la bière. Et toi, c'était quoi ta chanson? Alors moi, je m'en suis pas du tout servi, mais c'était Sweet Dreams de Eurythmics. Mais c'est parce qu'en fait, alors pour vous faire un aveu, c'est parce que quand on m'avait parlé de ce jeu il y a quelques temps, la première chanson que j'avais eue en tête, c'est ce sera ça la musique de mon perso. Donc je l'ai pas mise en fonction de mon personnage, j'ai juste choisi parce que j'ai trouvé ça cool. Moi, on m'a interdit voyage. Bah, on joue en Suède. Ben oui, mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est pas juste. Le fait qu'on joue en Suède m'a posé problème. Mais vraiment, sincèrement, ça m'a fait suer à fond. Alors, vas-y. Parce que d'abord, les noms exotiques, les noms exotiques en jeu de rôle, je trouve ça. Putain, je viens de la comprendre, quoi. J'ai interrompu. Putain. Donc, du coup, les noms exotiques. Ce que disait le philosophe, je pense donc je suis. Vraiment. Non mais sortez, monsieur. Mais taisez-vous. Taisez-vous. Donc, les noms exotiques vraiment me sortent de l'immersion à chaque fois. Je m'interroge toujours sur comment il faut les prononcer, sur est-ce qu'on est en train de parler du même PNJ. Par exemple, il y avait un personnage qui s'appelait Gunnar ou Gunnar. À un moment donné, il y a un PNJ qui nous ressort son nom. Je ne le reconnais pas parce que c'est un nom exotique. Ça me fait suer. Dans les années 80, mes années 80 à moi, quand il y avait un truc japonais qui sortait en France, on le francisait, bon sang. Oui, monsieur. Il s'appelait Maurice, le héros, d'accord? C'est pas Tsubasa, c'est Olivier, d'accord? Bon, alors tu vas me ranger ton vilain suédois. Bon, donc ça, non, ça vraiment, non. Donc autant les noms de villes, ça va parce que il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, mais alors les noms de PNJ, je sais pas, moi j'ai adoré ça. Moi j'ai trouvé ça cool parce que c'est, mais en même temps. Ça fait appel aussi à. On m'a interdit voyage. Voilà, c'est tout. Mais il y a aussi, ça a aussi provoqué entre guillemets. Alors, je suis désolée de le dire, mais des petites blagues autour de la table. Enfin, les blagues Ikea quand t'arrives pas à prononcer un nom de personnage. Je suis désolée, ça me fait rire. Je suis bonne public. Là, quoi. On peut faire référence au podcast sur l'appel de Cthulhu qu'on fait avec Natacha et Adrien. C'est effectivement les noms asiatiques. Liés au personnage, enfin pardon, pas les noms asiatiques, mais les erreurs de traduction. Les tentatives de parler en mandarin. T'essayes de parler en mandarin. Mais il y a aussi, ça fait aussi, vu que j'avais un personnage malgré tout assez sombre, malgré tout, moi ça a été une petite soupape. Un petit moment qui m'a permis en fait de faire dégonfler un peu tout ça. J'ai trouvé ça cool. Eh ben, je vais revenir à
à la réponse facile, t'as qu'à acheter le supplément La France des années 80 et tu pourras même écrire le sous-supplément Bretagne des années 80. Bretagne des années 80. Voilà. Oui, d'accord, ok, très bien, si tu veux. J'ai mon téléphone qui sonne. Hop, je l'éteins, voilà. Donc ça m'a vraiment dérangé. Ah, moi, j'étais, entre guillemets, contente aussi parce que j'avoue avoir regardé la série Yacht Skirt. Regardez pas la saison 2, mais la saison 1 est bien. Et il y a un des personnages que j'avais choisi dans les PNJ s'appelait Nicolas, comme l'un des personnages de la saison 1. Et du coup, voilà, j'étais contente. Moi, le seul vrai problème que j'avais, c'est que j'espère que ça se prononçait, que je prononçais juste. Je dois dire qu'en termes de couleurs, j'ai passé pas mal de vacances, alors pas directement dans les pays scandinaves, mais dans le Schleswig-Holstein, qui est le land qui est tout au nord en Allemagne, près de Kiel, pour ceux qui connaissent. Et en fait, j'utilisais beaucoup de mes propres souvenirs de la, je sais plus si c'est la mer Baltique, avec les étés, tu vois, avec le soleil qui n'en finit pas de se coucher, avec ces grands lacs, avec les moustiques aussi, énormément des forêts qui sont très belles. Et moi, je trouvais ça vachement chouette en fait comme endroit. C'est vraiment un endroit où j'aimerais que plus d'enfants puissent passer leurs vacances et leur jeunesse, quoi. Moi aussi, faut voir que là, on a joué l'été, mais les scénars qui vont se passer l'hiver, déjà, ça va être autre chose avec cette nuit qui n'en finit pas. Ouais. Il y a un vrai côté, alors je suis désolée de le dire, mais dépaysant pour moi. Il faut pas oublier que Tale from the Loop, c'est pas uniquement en fait un jeu des années 80, c'est aussi un moment où il y a de la dystopie. Et du coup, en fait, on n'est pas vraiment uniquement dans les années 80, on est aussi dans un monde fantasmé où il y a des technologies qui sont différentes, notamment c'est des vaisseaux en fait qui comme l'Overboard, on a des technologies avancées sur les robots, etc. Donc moi, ça me permet en fait, si c'était en France dans les années 80, je pense que j'aurais eu plus de mal à me mettre un peu plus dans cet univers-là. Et je pense que mélanger la Suède, l'hiver et cet univers-là, ça va juste être fantastique. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas que ça se joue en Suède. Je suis en train de dire que les noms exotiques sont contre-immersifs et problématiques dans la compréhension de l'histoire, des scénarios, etc. Mais non, on va faire quelques scénarios. Oui, non, mais parce que voilà, moi aussi, j'aime bien que Olive et Tom, ça se passe au Japon, il y a aucun problème. Mais voilà, c'est bon après. Maintenant, je suis plus habitué au nom japonais. J'avoue que maintenant, le japonais me dérange plus parce que je me suis habitué aussi. On pourrait me dire, fais plus de jeux suédois et puis voilà, ferme ta gueule. Je serais un élément de réponse aussi. Mais cela dit, Fly met le doigt sur un truc. Moi, ce qui fait vraiment que le jeu m'a attiré, c'est que je trouve qu'il y a une réussite qui est que le jeu joue sur la nostalgie. Mais ça va. Dans le sens où d'habitude je suis très critique de la nostalgie, tu vois. Enfin, mais là je trouvais que ça allait dans le sens où il y a, c'est pas excessivement complaisant, tu vois. Déjà parce qu'il y a il y a une part quand même de problématisation avec les adultes qui peuvent être des adultes abusifs, absents, dangereux, etc., inutiles, qui est, moi je trouve un vrai thème et qui pose aussi une question, je veux dire, dans les années 80, moi je sais que je pouvais partir des journées entières sur mon vélo, mes parents se posaient pas de problème parce que l'époque était comme ça. Ouais. Aujourd'hui, ce serait juste, je pourrais pas laisser faire mon gamin. Comme ça, à 7 ans, partir toute une journée sur ton vélo et vivre la vie dans des endroits fabuleux, type la forêt du coin. Non, mais juste, c'est pas possible. Hein. Alors, tu sais que ça c'est un truc dont on discutait aussi hier soir, c'est le fait que... Donc hier soir, la partie s'est déroulée hier soir. Et ce matin. On enregistre et ce matin. C'est que il faut pas oublier que la pédophilie n'était pas du tout considérée de la même manière dans les années 80 et aujourd'hui, il y a tout un changement idéologique à partir des années 90, notamment à partir de modèles féministes. C'est-à-dire qu'on commençait à penser la pédophilie comme une agression de la part de l'adulte sur l'enfant, et donc quelque chose qui peut être criminalisé, et non pas quelque chose qui est pathologique, c'est-à-dire qu'il faudrait soigner. Et que sans doute que c'est lié aussi à ça, quoi, que en quelque sorte, nous, parents ou futurs parents aujourd'hui, on a plus d'angoisse pour nos enfants que nos parents n'en avaient. En tout cas, d'autres angoisses. Mais est-ce que c'est un jeu d'experts des années 80 ? Excuse-moi. Ouais, alors justement, non. Voilà. Et c'est ça ce que je trouve cool. Voilà. Il y a pas, évidemment, t'as des références, et toi, tu t'es pas privé de nous parler de jeux vidéo et de trucs comme ça. Les années 80, c'est juste. Mais quand t'es autour. Mais je suis né en 83.
J'ai pas connu les années 80. Oui, mais moi pareil. C'est ça qui est en 89, hein, donc. Voilà, non, mais, et pour autant, on est tous, on adore tous cette culture-là. Vous trouvez pas ça bizarre ? Non, mais on a notre imaginaire d'enfant. Peut-être tu t'en souviens pas. Moi, je m'en souviens très très bien. Ouais. On en a déjà parlé. Moi, moi, je me souviens très très bien même de ma toute petite enfance. Et c'est quand même un univers dans lequel tu as été baigné. Par les films. Non, mais tu as été baigné dans cet univers non-stop quand tu étais petit. Tu peux pas remettre ça en cause, mine de rien, ça a dû forger une partie de ton univers. Et autour de la table, ça a même amené peut-être parce qu'on est amis, des petites confidences, des petits moments où on disait « Ah, mais ça, j'écoutais ça, mais c'est vrai que du coup, quand je jouais à Mario, on avait tendance à t'appeler comme ça. » Il y a des petits moments où ça lâche. Pépé console, c'est ça que tu voulais dire. On n'osait pas le dire, hein, mais voilà, c'est ça. Quand j'étais petit, on m'appelait Pépé console. Hein, et on s'est pas privé de me le rappeler pendant cette partie mémorable, n'est-ce pas ? Et pourquoi la voix de Monsieur Manhattan me vient immédiatement ? Mais toujours, parce que Monsieur Manhattan est notre fétiche. Et ça vient des années 80, Monsieur Manhattan ? Années 90. Non, années 90. Fin 90. En revanche, c'est arrivé près de chez vous, il me semble que c'est les années 80, début des années 80. Non, début 90. Ah ouais ? Il me semble parce que quand j'étais plus jeune, je me rappelle avoir vu l'affiche au cinéma. Ah, c'est fou ça. Et pour que je me rappelle à ce point-là, je pense que ça devait être 91, 92. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais. Et donc. Donc oui, on n'a pas besoin d'être expert. Oui, alors 80. Et donc les deux trucs qui moi m'ont attiré, c'est que je trouve que c'est pas complaisant avec la nostalgie des années 80. Donc je trouve que alors que par exemple dans Stranger Things, c'est à la limite de parfois du problématique. Oui, je suis assez d'accord. Et puis avec cette bon, j'en ai déjà parlé, mais avec cette angélisation des années 80. Là-dedans aussi, un peu quand même, hein, ouais. Tu vois. Enfin, pour continuer sur le sujet, mais je viendrai à mon deuxième point plus tard. Un truc qui est impressionnant là-dedans, c'est quand même que tu as 4 caractéristiques. Et donc, rappelez-les-moi, c'est physique, technique, cœur et intelligence. Voilà. Donc, il y a quand même une des 4 caractéristiques qui est spécifiquement pour les objets techniques, pour l'interaction avec les ordinateurs, les robots, pour bricoler des objets. Ouais. Et je me demande dans quelle mesure on peut pas interpréter ça comme une manifestation, une manière de mettre en scène le matérialisme des années 80, tu vois, que j'ai essayé de réintroduire, de réintroduire. D'ailleurs, en jouant au jeu, je me suis posé des questions, vu comme les personnes, parce que en début de podcast, tu cites à un moment le livre et genre les années 70 c'était vraiment les pessimistes. Ils disent les années 70 pessimistes et les années 80. Alors c'est peut-être un truc suédois, hein, mais en fait je me suis demandé à quel point ce serait pas de l'ironie parce qu'en jouant, vu les persos qu'on fait. Ouais. C'est pas si, enfin, moi je vois mon perso, c'est pas si optimiste que ça, quoi. Ouais. Heureusement j'ai mes potes parce que juste sinon j'ai le déterminisme social qui joue. Enfin, toi tu joues un rebelle aussi. Ouais. Ouais. Mais c'est pas si optimiste que ça, j'ai trouvé. Enfin, on est quand même dans un univers avec le loop où en gros on est en train de faire de la merde avec la technologie et détruire plus ou moins le monde. Je pense comme phrase. Enfin, il y a quand même parce que on vit quand même dans un endroit où il y a des déchets d'industrie partout, quoi. Ouais, donc il y a, oui, c'est beau, c'est chouette, il y a de la nature. Alors, regarde ce déchet radioactif. Oui, alors du coup, ça fait peut-être aussi partie de la non-idéalisation des années 80 où moi je me rappelle, alors c'était les années 90, mais on en est quand même pas loin. Je me rappelle me balader dans la campagne avec mes grands-parents où il y avait les gens qui laissaient leurs carcasses d'anciennes voitures, d'anciens frigidaires qui étaient comme, enfin, et ça a complètement disparu maintenant, heureusement, mais ça fait partie de ça aussi. Les déchets, en fait, ils étaient aussi très prégnants même dans notre monde réaliste, réel d'enfance, quoi. En même temps, aujourd'hui, on a moins de conscience écologique dans les années 80. Hein. Ouais. On a des amis qui habitent juste à côté d'une centrale nucléaire quand on va les voir. Tout le monde a un ami qui habite à côté d'une centrale nucléaire, vu qu'il y en a partout sur le territoire. C'est bon, on peut espérer que ce sera peut-être un truc qui aura disparu au moment de nos enfants, si c'est pas nous qui avons disparu avant. Ouais. En tout cas, les déchets n'auront pas disparu puisqu'ils ont 15 000 ans d'existence, on le rappelle. Hein, au bas mot, ouais. Et deuxième point. Et donc l'autre truc qui a fait que vraiment le jeu m'a plu, c'est, enfin m'a séduit, c'est qu'il y a justement ce que décrivait tout à l'heure Flavie, une espèce de décalage qui par moment je trouve touche vraiment à la poésie. Quelque chose que j'ai essayé de souvent revenir à la description de la nature, à une forme de contemplation, tu vois, notamment dans les moments où vous vous déplaciez, parce qu'il y a beaucoup de moments où tu pédales, ou bien là vous avez fait du pédalo aussi, parce que quand on est sur un lac. Et ça c'est appuyé par les illustrations. Et tu lisais certaines des descriptions d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Il lisait des descriptions et il nous montrait aussi des illustrations. Il y a une description de maison qui était de toute beauté. Ouais, avec une maison, la maison de l'ornithologue qui est un peu penchée.
Oui, avec un vrai effet de réel, la Bart, c'est ça Bart, c'est l'effet de réel, je crois. Oui, c'est ça, peu importe. Tu avais dit à l'appart, je me dis quel appart Bart, Roland Barthes. Bien que tu me donnes les références après ça. Il me semble que c'est Roland Barthes. J'ai peur de dire une bêtise. Je vais faire une petite check. Et donc, où tu vois le truc, on te décrit la maison, bon bah oui, ok, c'est une maison, mais parce qu'elle a cette caractéristique-là qui la différencie des autres, ça donne une dimension, ça donne du concret, quelque chose de beaucoup plus palpable. Dans mes souvenirs, c'était à la maison, quoi. Il semble qu'elle soit penchée, donc elle est vieille, etc. Mais il semble que ce soit là depuis toujours. Donc tu pouvais directement plonger dans l'histoire. Moi je voyais très bien le sol qui s'était affaissé dessous. Il y avait. Donc rapidement, un effet de réel dans un texte littéraire, c'est un élément dont la fonction est de donner au lecteur l'impression que le texte décrit vraiment, le monde réel. Et l'effet de réel a effectivement été nommé et théorisé par Roland Barthes dans un court article en 1968, publié par la suite dans Le bruissement de la langue. Voilà. Pour le moment Wikipédia, effectivement, Merci. C'est bien Roland Barthes. Tu as ton point, un point pour Serdaigle, pardon, un point pour Serdaigle. Non, on s'en fout, c'est toujours Gryffondor qui va gagner. Oui, Serdaigle, oui, mais quelques points de dernière minute. Mais les Gryffondors ayant enfreint toutes les règles de l'école, nous allons les mettre vainqueurs. Donc voilà. Donc ça, oui, moi je plus sois cet effet de réel, appuyé encore une fois par la beauté de l'ouvrage de la base du jeu. Pour une fois, sert à quelque chose. Enfin, quand tu nous montrais les trucs, c'était génial. Ça sert à plein de choses. Il y a plein de moments où ça, dans les jeux de rôle, je trouve que ça joue à plein régime les illustrations. Je dirais pas pour une fois. Donc arrêtez avec les nerfs, merci. Donc du coup. Pour l'explication, on se fait attaquer par les nerfs, par les autres qui sont dehors. Je voulais dire quelque chose. Donc oui, moi c'est vraiment un truc. Je trouve qu'il y a une vraie forme de, j'ai pas de problème avec ça, de poésie dans le sens où il y a un décalage, mais c'est pas un décalage. Tu vois, c'est pas un univers d'un seul coup cyberpunk avec plein de trucs qui partent dans tous les sens. Alors j'ai une nuance à faire là-dessus, mais je te laisse terminer. Je trouve que c'est juste quelques éléments qui modifient un petit peu le réel et qui font que il y a je sais pas, comme un effet une étrangeté. Voilà, c'est ça. Un effet une étrangeté, mais pas. On n'est pas dans un autre monde quand même. On est dans la réalité, mais. Et qui est peut-être effrayante ou peut-être fascinante. C'est pas très clair. Alors, je suis d'accord sur l'effet. C'est un peu la poésie des ruines, quoi. L'aspect. Il y a des déchets, des trucs, on sait pas trop ce que c'est. Les sphères d'écho, la grosse machine qu'on va visiter à la fin. Enfin voilà. Ça, je suis d'accord là-dessus pour l'aspect étrange du monde. Maintenant, moi, la seule et unique critique que j'aurais à faire, mais c'est peut-être propre à cette campagne et propre à ce scénar, c'est ça démarre et on n'entre pas petit à petit dans l'irréel ou l'incroyable ou je sais pas comment le qualifier parce que ça reste, il y a une explication scientifique derrière, mais on débarque et il y a des oiseaux qui parlent. What the fuck? Enfin, moi je m'attendais à un truc à la Stranger Things où c'est beaucoup plus il y a du fantastique et tu sais pas trop ce qui se passe, il y a peut-être un monstre mais on n'est pas sûr au départ, etc. et c'est après qu'on le voit et voilà. Mais les oiseaux parlent quoi. Enfin, alors, et là il faut quand même dire que Fabien, les oiseaux qui parlent, tu les as fait de toute beauté. Je te demande de refaire les oiseaux qui parlent dans ce podcast. Il y a des espèces de créatures diaboliques. Pas le sang bleu. Pas le sang bleu. Voilà, c'est ça. Juste fantastique. Il parlait comme des scientifiques empruntés bourgeois qui viennent de découvrir la poudre. Tu vois. Alors bon. C'est vraiment intéressant. Deux trucs pour dire que sur ce coup-là, c'est un peu ma faute et non. Alors, je t'explique. Et pourquoi Natacha n'a pas tout à fait tort. Petit 1. Il y avait une manière un peu plus douce de commencer les choses, qui est suggérée par le scénario, mais qui n'est pas présentée exactement comme ça, qui est de commencer par vous montrer des oiseaux morts. Vous vous promenez, puis mieux déjà. Vous débarquez, il y a plein d'oiseaux morts autour de vous et tout, quoi. Et ça déjà, tu vois, ça permet de commencer à réfléchir, de commencer à se dire, tiens, c'est bizarre et tout. Et ensuite, seulement d'embrayer vers des oiseaux qui parlent. Petit 2. J'ai fait du cabotinage, mais après tout, il me semble que ça fait partie des prérogatives du meneur de jeu traditionnel. J'ai fait du cabotinage avec mes pigeons, mort de rire. qui
puis d'emblée, parce que, excuse-moi, dans le scénario, totale empathie avec les pigeons. Moi, il était hors de question de les laisser crever, du coup. Ouais, oui, c'est pas mal finalement. Du coup, d'un coup, ils deviennent des personnages. Mais on aurait eu 6-7 ans, ça aurait eu plus de sens. Moi, à 13 ans, Non, attends. Il te manque des références des années 80 là. Dans les dessins animés parce que en fait c'est ça le problème et c'est moi un gros problème de Tales of the Loop pour moi et ce sera probablement mon problème central. Bon, allez-y, je vous en prie. Est-ce que je vais pouvoir développer mon point? Mais attends, il avait un point à finir. Parce que je termine, donc j'ai fait un peu de cabotinage avec mes pigeons. Le scénario dit: un ou plusieurs enfants entendent des pigeons se parler entre eux ou leur parler avec des voix un peu métalliques. Alors j'ai estimé que les pigeons ne vous comprenaient pas, qui vous prenaient pour des gros animaux. Ou leur parler avec des voix un peu métalliques. Même s'ils sont devenus plus intelligents, ils restent des animaux stupides, guidés par leurs besoins. Ils discutent de nourriture, du vol des bijoux brillants pour décorer leur nid, des meilleurs lieux de reproduction ou de leurs partenaires. Voilà, donc c'est... Une mentalité de pigeon, mais ils parlent comme des humains, quoi. Voilà. C'est dur à faire. Alors donc je préférais y aller vraiment à fond et faire des pigeons. En fait, je trouvais plus, enfin voilà, je voulais faire du cabotinage. Je n'ai pas de meilleure excuse, votre honneur. Mais moi j'en ai des excuses. Et des bonnes. C'est qu'en fait, selon les références des années 80 que tu as, cette scène peut paraître totalement dans le canon esthétique. Si à un moment donné, par exemple, on a cité Earthbound. Le jeu vidéo Earthbound qui fait vraiment penser à Tales of the Loop. Oui, tout à fait. J'en ai parlé pendant. C'est toi qui en as parlé, Fly, effectivement. C'est parce que nous, en ce moment, on est en train de se le faire avec Soren. C'est un jeu dans lequel tu joues une team de gamins, 4 gosses, qui ont chacun des enjeux, etc. Avec des parents qui servent à rien, tout pareil. C'est du Tales of the Loop. C'est du Tales of the Loop dans le texte. Mais t'as une dimension humoristique et décalage qui est dedans, ou dans lequel il peut y avoir des oiseaux qui parlent. Juste un truc. Le départ, c'est une mouche qui parle, qui vient te donner ta mission, et la maman de ton voisin l'écrase par erreur. Alors que c'était une mouche cosmique qui avait une mouche cosmique almighty pleine de pouvoir. Qu'il en parle. C'était une mouche cosmique pleine de pouvoir et qui allait aider les héros, voilà. Qui allait t'aider. Elle était genre le premier combat, elle défonce tout le monde, quoi. Tout le monde. Et quelqu'un l'éclate parce que c'est une mouche. Pas quelqu'un. La maman du voisin. Et le voisin c'est le méchant. Et c'est trop bien. Et en fait, il y a tout un espèce de décalage comme ça avec des chiens qui parlent, avec donc ça colle à ce canon esthétique là. Oui, mais du coup, tel que ça nous a été présenté hier soir, je mets un bémol. Ça ne rentrait pas dans le canon esthétique de la partie qu'on avait démarré. Oui. On démarre. Il y a un gamin qui manque de se faire taper par son père qui tient une bière à la main. Là, pour moi, on est dans du Zola. On est dans du réel, on est presque dans du naturalisme. Et voilà. Et donc, du coup, moi, je m'étais dit, bon, bah, on va avoir un truc un peu à la fantastique façon 19e où on a un réel, du réalisme, du quotidien réel, etc., dans lequel vont s'ancrer des événements qu'on ne va pas réussir à expliquer. Ou en tout cas, pas au début. Et tu commences ça et tu débarques et on t'annonce il y a des oiseaux. Le décalage est trop fort. C'est pas la même chose que tu démarres dans ta chambre, il y a une mouche qui te parle et t'as pas encore eu le temps de voir des scènes complètement, hyper réalistes. D'accord. Est-ce que tu l'as senti comme une trahison un peu du contrat social ou c'est ça que tu dis? Ouais, et du coup, en fait, j'ai eu un moment de comment je dois jouer? Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, d'accord. Ça, c'est vrai que. Est-ce que je dois foncer chez moi pour me dire non, mais ça suffit. Oui, c'est vrai qu'on a fait un point comment on le joue et c'est vrai qu'on a fait ce point-là. D'accord, oui. Effectivement, c'est une grosse rupture. Mais je suis d'accord avec toi. Et ou est-ce que c'est très bien, c'est la quête. On va faire la quête. Oui, d'accord, ouais. Mais enfin, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc c'est un peu le problème. Les jeux, en fait, qui s'appuient sur des œuvres fictionnelles parce qu'en fait, la règle de Tales of the Loop, pour moi, c'est Steven Spielberg. C'est les films, en fait. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça, voilà, c'est ça. C'est ça, le film ça, donc de Stephen King, le téléfilm, le livre de Stephen King. C'est les films de Spielberg dans lesquels il y a les enfants qui sont E.T., je pense aussi à Super 8 de J.J. Abrams, peut-être un peu plus moderne, mais aussi très comme ça. C'est effectivement des choses comme Earthbound, etc., etc. En fait, si tu n'as pas vu ces films, comment tu joues ? Et en vrai, il n'y a pas de réponse à ça. C'est parce que,
bon, moi je veux bien Apocalypse War, je veux bien la fiche de personnage, mais si tu connais pas le canon esthétique dans lequel le jeu s'inscrit, tu peux pas y jouer. Et je le sais d'autant plus que en ce moment, je suis en train de développer un jeu dans lequel justement le fait d'avoir vu certains films ou certaines fictions est très importante, et que j'ai joué récemment à une table de gens qui n'avaient pas vu ces fictions. Le jeu a complètement dysfonctionné, il a pété en vol. Donc ça veut dire que il ne suffit pas en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est je ne sais pas au terme de cette partie si ce qui est cool, c'est le jeu et les règles, ou si c'est nous. C'est nous qui sommes cool parce qu'on a vu les films. Moi, je voudrais quand même faire un petit point sur les règles, notamment un truc qui au début m'a gêné, qui en fait, j'ai changé d'avis dessus. C'est le fait que quand on lance les dés, du coup, en fonction de ce qu'on doit faire, on prend les dés. Par exemple, si je dois faire un jet d'agilité. L'agilité, c'est dans physique. J'ai 4 dés en physique, un dé en agilité. Et du coup, ça me fait 5 dés. Si je veux, je peux prendre un objet fictif, genre mon skateboard, plus 2, et du coup, je fais du skate. Et ça me fait du coup 7, 8, 9 dés à lancer. Et sur ces dés, je dois faire des 6. Et à chaque fois qu'il y a un 6, c'est une réussite. Et quand il y a plusieurs 6... le premier 6, c'est une réussite. Ensuite, à chaque fois, c'est des bonus. Et au début, alors les bonus, déjà, c'est cool quand tu arrives à faire, mais au début, on n'arrivait pas à faire de 6. Et je me suis dit, fait chier, c'est un jeu où je vais tout le temps échouer. D'ailleurs, j'étais pas contente. Mais en fait, on a pas réussi un seul jeu. On a mis 1 heure à réussir un premier jeu. Mais en fait, c'est le fait que quand tu rates quelque chose, tu coches un état. Qui t'enlève à chaque fois quand t'as un état coché, ça te fait un moins un dé à... Ça, je l'ai joué un petit peu différemment. Effectivement, les règles te disent quand tu rates un jet de dé, tu dois cocher un état. Moi, je l'ai plutôt joué comme quand j'ai l'impression que c'est un truc vraiment difficile que tu essayes. Majeur pour ton personnage. Voilà. Et que ça se justifie, aussi en termes de fiction, tu coches un état. Donc c'est plutôt un choix de la part du MJ. Alors les états sont contrariés, effrayés, épuisés, blessés, et brisés, ça c'est autre chose, c'est quand tu as tous les états qui sont cochés. Tu peux pas mourir, mais en fait ça amène quelque chose de cool, c'est-à-dire que pour pouvoir décocher, tu dois aller soit voir ton socle, soit voir ton repère. Et en fait au début, moi j'ai fait plein de jets de dés. Et je les ai ratés, et donc j'ai eu très très rapidement beaucoup d'états. Et je me disais mince, mais au final ça a amené des scènes. Vous dites tout ça, c'était cool les scènes et tout. Oui, mais parce que j'ai pas eu le choix. J'ai fait une scène avec Anastasia, mon socle, et on a fait une scène dans le repère qui était très cool. Et en fait, c'est le fait de cocher des états et de pouvoir rater finalement assez facilement, fait que du coup tu es amené à travailler ton personnage, soit dans le groupe au repère, soit avec le socle. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool parce que ça fait que du coup, tu as de plus en plus d'envie de faire les choses et qu'en fait, en plus, soyons honnêtes, au début, je pense qu'on savait pas assez bien comment gérer en fait les attributs, etc., comment prendre des objets, etc. Ensuite, on a fait de moins en moins d'échecs, on avait de plus en plus de 6. Mais au pire, c'est pas grave, ça fait que ça nous fait faire des scènes au repère et des scènes dans le socle. Mais dis-moi un film des années 80 ou un truc, Tales of the Loopien. Tu vois très bien de quoi je parle, je pense que les auditeurs également, dans lequel on trouve ce type de scène. Et cite-moi un exemple. Super 8. Oui, mais à la limite, ça, on s'en fout. Ah bah non, on s'en fout pas. Parce que si le système te fait faire des choses, mais qui ne sont pas, tu vois, c'est-à-dire que le canon esthétique des années 80 est supérieur en termes de règles aux règles. Les Goonies, Stranger Things, il y a ça très régulièrement dans Stranger Things, avec les gaufres de Eleven qui en mange avec ses potes ou avec son père adoptif en quelque sorte, ou avec son pote le plus proche là, son amoureux, et j'ai oublié tous les prénoms mais c'est pas grave, et puis même quand ils sont les uns avec les autres, tu sens qu'il y a quand même un... D'accord. Oui, et ils exactement. se rassurent, tout à fait. Le repère, même comme ça, si c'est pas dans le canon esthétique, c'est pas très grave parce que c'est important, c'est intéressant en termes de jeu de rôle. Oui, ça. Tu vois ce que je veux dire ? Permet de te mettre vraiment ton personnage. On change de média, donc les. Attendez. On change de média, donc les contraintes du. Il y a plein de choses qui sont intéressantes d'un point de vue média jeu de rôle, mais il faut quand même que ça soit inscrit dans le propos du jeu et dans le canon esthétique que tu veux. Dans les Goonies, ils ont un repère. Mais je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis d'accord. Vous m'avez convaincu, le repère et tout ça, je peux vous citer plein de jeux vidéo des années 80 dans lesquels il y a un repère, dans lequel les personnes se retrouvent, et c'est là qu'on sauvegarde. Aller manger son repas préféré te chez permet sa maman, de te reposer. le fait d'appeler son père au téléphone, que j'ai fait concrètement, te permet carrément heureusement de sauvegarder la partie. Dans Illusion of Mana ou Illusion of Gaia, on trouve aussi ça, les amis qui se rejoignent dans la caverne en bas du village et dans lequel ils discutent, ils jouent aux cartes, etc. Dans le club des 5. Dans le club des 5. Mais justement, aussi des médias différents, ça qui est bien.
Donc, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, ces règles-là, qu'elles soient dans le canon esthétique ou pas, sont intéressantes en jeu de rôle parce que ça permet d'approfondir les liens entre les personnages et les liens quand ils sont dans le repère, parce qu'il faut pas oublier de dire qu'il faut être dans le repère et il faut être à deux et prendre soin l'un de l'autre. Au minimum à deux, ouais. Et ça, c'est vachement important. Et l'autre, c'est quand tu vas sur ton socle, tu creuses l'intimité de ton personnage, parce que tu creuses ta relation avec une personne adulte ça est contribue à rendre les personnages riches, etc. Oui, je ne le nie pas. Ça montre leurs failles. Je parle de l'impact concret de l'esthétique des années 80 sur Tales of the Loop. Est-ce que, oui ou non, des gens qui n'ont jamais connu les années 80 et qui n'ont pas accès à ces références peuvent, oui ou non, jouer à Tales of the Loop? Votre verdict? J'en sais rien. Alors, moi j'ai juste Stranger Things en tête parce que du coup les saisons 1 et 2 sont sorties il y a pas longtemps. Mais sinon, je n'ai pas encore vu Super 8. Je n'ai pas vu ça. Pas vu E.T. non plus. Et ici j'ai vu E.T. mais il y a très longtemps. Et du coup, même si j'ai la trame générale en tête, je n'ai pas les images du tout en tête. Et ça passe. Alors après, peut-être c'est aussi parce que du coup j'ai pas mal raccroché au Club des 5, où il y a ces gamins qui enquêtent et qui circulent à vélo, et puis en plus il y a une gamine qui a un chien, donc forcément voilà. Mais bon, ça va pas. Enfin après bon, j'ai quand même 2 saisons de Stranger Things dans les pattes, donc je sais pas. Je pense que t'as pas tort. Je pense que t'as pas tort, Rome. Mais néanmoins, en réalité c'est vrai de tout jeu. Hein. Je pense que de tout jeu de rôle, tu ne peux pas l'extraire comme tu es obligé d'inventer du contenu, tu ne peux pas l'extraire d'une sphère culturelle. C'est vrai de toute fiction en fait. Ouais, mais exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que comme je le disais, il n'en demande pas tant que ça en fait. Il n'en demande pas tant que ça. Et 2, je trouve que dans les contraintes que se donne le jeu de rôle tradi, les règles sont plutôt élégantes, te permettent de faire pas mal de choses, et il y a un univers et une création de personnages, un univers qui, moi je trouve, fonctionne bien. Donc ma réponse c'est un peu des deux, mais avec donc moi tu vois, mon idée c'était de faire aboutir cette question sur ce jeu fonctionnera particulièrement si vous aimez cette esthétique-là et si vous la connaissez. Alors déjà. Justement, je pense que Tales of the Loop, on parle Tales from the Loop, sinon j'y arriverai jamais. On dit beaucoup les années 80, mais je pense que on oublie aussi autre chose dans ce jeu, qui est surtout en fait l'esthétique des jeunes qui vont combattre pour sauver le monde. En fait, moi quand j'ai lu ça me fait beaucoup plus penser à un Buffy en fait. Mais pas seulement, on a tous vu quand on était jeune des séries où tu as un petit groupe de jeunes qui vont essayer de sauver le monde. Et en fait, les années 80, je trouve que moi c'est plus saupoudré. Le fait que ce soit dystopique et en plus en Suède, comme je le disais. En plus, t'as vu les exemples que j'ai cités, c'est des jeux qui sont pas forcément, ou des jeux ou des fictions qui sont pas forcément sortis dans les années 80. Et qui sont pas forcément très connus. Voilà, c'est ça. Donc, et moi je trouve que moi je me suis plus rattachée en fait à des exemples de fiction où c'était des jeunes qui allaient sauver la Terre, le monde, etc. D'accord avec Fly. Et au final, les années 80 sont juste là pour que tu puisses imaginer 2-3 trucs, mais je pense que du coup, ce qu'il faut surtout avoir vu ou avoir en tête quand tu vas jouer à Tales of the Loop, From the Loop, c'est des trucs comme Buffy, c'est des trucs... C'est un thème qui est très présent en culture populaire de manière générale et qui est... En fait, qui est très présent. Je sais pas si la team de jeunes, quoi. Ou les bouquins de littérature jeunesse. Même Hartley Cœur à vif. Alors même s'ils sauvent pas le monde, je suis désolée, les archétypes dans Hartley Cœur à vif, ils sont là. Il y a pas longtemps. Oui, je sais, je regardais Hartley. Est-ce que vous pourriez me recommander des livres beaucoup plus récemment, Riverdale aussi. Ce n'est plus un secret honteux maintenant, Fly. Tu as conscience que c'est devenu une révélation honteuse. Mais c'était vachement bien, Hartley Cœur à vif. Il y a pas longtemps sur Facebook, j'avais demandé parce que j'ai l'intuition qu'il y a un jeu particulièrement intéressant à sortir autour de ça. Enfin, il y a même des jeux à mon avis particulièrement intéressants à sortir autour de ça sur la thématique des personnages qui sont jeunes, amoureux et qui changent le monde. Et donc j'ai demandé des références et j'en ai eu des kilomètres, mais à commencer par Nausicaa de la Vallée du Vent de Miyazaki, Avatar The Last Airbender. Oui. Pardon. Oui, Avatar, oui. Là, je viens de sortir de Warbreaker de Brandon Sanderson. Et donc, en fait, on en revient à cette règle que les parents, les adultes, n'écoutent pas.
Et en fait, dans le fond, cette règle-là, elle fait toute l'esthétique du jeu par ailleurs. J'ai l'impression que elle est suffisante en fait. Et donc finalement, donc la conclusion de cette question, ce serait finalement peu importe que vous connaissiez les années 80 ou pas, à partir du moment où vous appliquez les règles de la base, vous y serez obligatoirement plongé dedans. Alors donc du coup, on répondrait par la négative à mon truc. Est-ce que c'est pas nous qui sommes géniaux ? Non, le jeu est vraiment. Enfin, est-ce que c'est pas nos références qui ont joué plus que le jeu dans cette partie ? Vous diriez non. À mon avis, les règles sont nécessaires et suffisantes. Par contre, c'est vrai que si jouer une comme team, ça, t'as pas tort. Ouais. Si les fictions et les films et les références où t'es une team de jeunes qui ne vous plaisent pas, oui, ça vous plaira pas. Quoi. D'accord. Mais en tout cas, le jeu porte dans ses règles en lui-même l'esthétique. Ce qui est intéressant, en fait, dans ce que tu montres, c'est que si on réfléchit à ce type de fiction, donc toujours des jeunes qui vont sauver le monde, comme disait Fly, c'est que c'est un peu une métaphore du passage à l'âge. C'est une forme de métaphore du passage à l'âge adulte, parce qu'en fait, il y en a plein. C'est initiatique, en fait. C'est-à-dire, c'est le moment où je suis obligé de devenir adulte parce que les adultes ne font pas leur job. Tu vois. Donc, je suis obligé d'aller sauver le monde parce que personne d'autre le fera. C'est tellement ça. Et ça s'est ressenti à plein de niveaux, que ce soit même dans la vie, que ce soit dans la vie quotidienne de la partie ou dans la problématique concrète du scénario, ça s'est ressenti à plein de fois. On va peut-être parler de prendre nos parents par la main et leur dire bon, là maintenant faites votre boulot et en même temps. Je trouve ça génial. C'est un propos en soi de dire. C'est présent dans Bliss Stage aussi quand il pense. Oui, bien sûr. L'état de Bliss. Évangélion. C'est l'absence des adultes et on est obligé de sauver le monde alors que on est des ados. Je suis désolée, mais les moments où Natasha jouait, moi j'ai pas pu m'empêcher de penser à Buffy contre les vampires, fin de la saison 2. Où sa mère, en fait, lui dit non, cette fois-ci, tu ne sortiras pas, ça suffit, elle essaye de l'enfermer dans sa chambre, elle repasse par la fenêtre et elle fugue après avoir... Tu dis ça aussi, Flavie, parce que toi, ton personnage était plus âgé que nous, t'avais 14 ans, t'étais plus, effectivement, t'étais rebelle et tout. Pour toi, peut-être la partie a plus ressemblé à du Buffy contre les vampires. Mais pour moi, clairement, ça ressemblait beaucoup plus à du Earthbound et j'ai envie de dire, on joue tous en fonction du personnage aussi, un peu plus sur en fonction de nos références. Et en fonction de nos références, évidemment. Mais non, mais moi, je disais juste ça pour dire que je suis jaloux comme un pou parce que c'est un jeu qui arrive à produire de l'esthétique sans nécessairement qu'il soit besoin d'avoir les films de référence. C'est fort. Et d'autre part, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'il y a un propos sur le statut des enfants dans notre société qui se cache derrière. Et ça, c'est trop chouette. Qu'on les écoute pas, qu'on pense qu'ils sont pas assez intelligents. Qu'ils sont bêtes. Qui sont exactement, alors que moi je pense justement Flavie, on en discute très souvent, je pense justement tout le contraire, c'est qu'en fait quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, c'est que en fait ce qu'on veut dire c'est qu'il faut écouter aussi l'innocence quelque part, il faut savoir aussi encore de la poésie et de belles choses dans un monde que nous on a totalement rationalisé. Je trouve attention, juste un truc. Le fait que le cœur. Je suis pas d'accord sur un truc. Enfin, en tout cas, il y a un truc que j'aimerais nuancer ou discuter avec vous, c'est que moi, c'est plus une position, d'ethnographe, de dire, on prend au sérieux ce que les gens disent, quel qu'il soit, tu vois. Ouais. Prendre au sérieux ce que les enfants ont à nous dire et ne pas renvoyer en disant, ils s'inventent des trucs, c'est parce que ils s'inventent des trucs. Je sais pas si on a déjà diffusé le podcast sur le jeu de Ben Lehman, This Game contains absolutely no triggering material. C'est exactement ça, quoi. On n'écoute pas ce que les enfants ont à nous dire. Donc, moi, ma position serait de dire il faut écouter ce que les enfants ont à dire. Mais je voudrais pas donner à penser, ou en tout cas moi je n'adhère pas à, excusez-moi du terme, une forme de romantisation de l'enfance, comme quoi les enfants. C'est pas ce que Flavie Rob disait. Oui, tout à fait. Mais c'est ce que ça pourrait donner à. C'est juste que moi ça me saoule quand j'entends des gens parler comme à des teubés aux enfants. Ok. Et les enfants en fait déjà savent quand un adulte sait qu'il pense qu'il est bête et du coup utilise ça contre l'adulte parce que les enfants savent très bien ce que les adultes pensent d'eux et ça me saoule de voir des enfants qui ont des choses intéressantes à dire. Alors oui, des fois ils ont pas les mêmes mots que nous pour le dire, mais ils comprennent beaucoup de choses, même en très très bas âge, même bébé. Et clair. Ça m'énerve en fait de voir que les adultes globalement considère que à partir du moment où tu as moins de 18 ans, t'es bête. Je vous renvoie à un podcast qu'on a fait sur comment il s'appelle ce couillon.
Le podcast Cellulo Fly. Sur machin truc là, Bob Lennon. Sur Bob Lennon, moi et j'entends de plus en plus des choses comme ça et des gens parler. Oh, non mais je peux dire ce que je veux devant lui. De toute façon, il est bête et critiquer des enfants alors qu'ils sont là. Oh, de toute façon, Steven, on s'en fout. De toute façon, il comprend rien. Il est là, ton gamin, il t'entend. Il comprend tout. Ce qui me semble incroyable avec ce jeu, Tales of the Loop, c'est que il rend le mot adulte péjoratif, comme dans Le Petit Prince. Et je voulais en venir à l'idée que dans les attributs, on trouve le cœur, qui est justement une des valeurs chères à Saint-Exupéry. Alors là, après, il faut savoir aussi, il y a peut-être un souci de traduction. Peut-être, mais en tout cas, les traducteurs l'ont certainement pas fait au hasard. Enfin, ou s'ils l'ont fait au hasard, joli hasard, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que le jeu, par cette simple règle, les adultes n'écoutent pas, n'entendent pas, ne font pas attention, etc., crée un propos et un contexte esthétique qui donne à penser toutes ces problématiques-là. Après, j'entends bien, Fabien, ce que tu dis, il faudrait pas faire de l'angélisme au sujet des enfants. Non, mais juste les considérer comme des individus à part entière. C'est ça, comme des personnes. Comme des personnes, c'est ça, exactement. Et c'est un vrai points forts et des points faibles. Et pas comme des choses des choses méchantes. Je vais pas le développer ici parce que ça nous amènerait à des heures de podcast, mais c'est un vrai projet de société de considérer tous les individus que vous rencontrez comme des personnes à part entière. En réalité, notre société... Y compris les animaux, c'est ça que tu penses aussi? Alors oui, mais avant ça, y compris les femmes déjà, y compris les personnes qui sont LGBT, y compris les personnes qui sont en souffrance psychique. Si tu veux, on est dans une société qui est construite dans laquelle la personne qui est vraiment humaine et qui est vraiment rationnelle, c'est l'homme blanc, âgé, riche, bourgeois, hétéro, etc., valide, séronégatif. Et ce jeu nous donne aussi à penser, en tout cas, le statut de l'enfant vis-à-vis de ces questions-là. Ça, c'est intéressant. Des points peut-être plus techniques, mais vraiment des détails. Alors, moi, vas-y. Enfin, juste pour dire que je trouve pas normal que je ne vaille qu'un dé pour l'entraide. Je tiens à le dire, je trouve ça scandaleux. C'est-à-dire que l'objet, le chien de Natacha, s'il l'aide, lui rapporte plus que mon aide à moi, alors que je suis le meilleur ami de Natacha. Je suis scandalisé, c'est-à-dire je veux bien que son chien lui rapporte autant de dés que moi, mais pas plus de dés que moi. Un enfant peut aider un autre à surmonter une difficulté tant que cela reste plausible dans la situation. Pour aider, décrivez ce que vous faites et votre ami obtiendra alors un dé supplémentaire. Un dé. Donc ça veut dire que un enfant ne peut obtenir l'aide de plus d'un ami pour chaque jet de dés. Mais sinon ça devient cheaté en fait. Le MJ a le dernier mot pour décider si l'aide est possible ou non. Ouais, je suis d'accord. Et la contrepartie de ça, c'est que lorsque vous aidez quelqu'un, si vous êtes lié au résultat du dé, si vous échouez, vous subissez les mêmes effets que l'enfant qui a lancé le dé. Donc tu te prends des états dans la C'est vrai qu'en ayant les mêmes états, tu peux dire que ça compenserait, mais je pense qu'ils ont dû essayer 2 dés et que ça devait être cheaté. Alors, puisqu'on parle de ça, je trouve le système de résolution je l'ai déjà dit, est plutôt bien élégant. Foutu. Donc ça, c'est du côté joueur. Puisque le MJ, comme Apocalypse World, ne lance pas de dés. Mais je dois dire aussi que, à nouveau comme à Apocalypse World, il y a une grande intelligence dans la manière de construire les scénarios et dans les conseils qui sont donnés au MJ. Alors parfois, ça verse un peu dans soyez ferme mais pas trop, soyez directif mais pas trop. Mais dans l'ensemble, ça va vraiment, vraiment très bien. Et je trouve que c'est une vraie qualité d'essayer au moins de décrire comment on doit construire un scénario, chose que beaucoup de jeux des années 90 et même des années 2000 et même encore aujourd'hui ne font pas. De dire comment le MJ doit se comporter. Moi, c'est un truc. Il y a toute une feuille, une série de conseils que j'essaie de retrouver comme ça à la volée, vite fait, pouf pouf, petite jingle. Fabien cherche son. J'ai trouvé que regarder Fabien te regarder masteriser. Ouais. En fait, ça m'a donné presque envie de masteriser le jeu parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal en masterisation quand je dois avoir plein de règles à gérer. Et j'avais l'impression que les choses étaient quand même assez claires. Il y avait tu prenais en fait
quand on avait fait une réussite à une compétence, tu prenais la fiche de compétence et tu voyais les questions en fait que ça amenait auxquelles tu pouvais répondre. D'ailleurs, il aurait fallu que ces questions soient publiques. Hein. Je tiens à dire qu'elles soient sur une feuille. Oui, on pourrait faire une aide avec les actions bonus, les effets bonus pour notre campagne. Natacha, tu voulais juste pendant que tu cherches, moi qui ai justement énormément de mal avec les systèmes un peu compliqués, dès qu'il y a plus de 3 additions à faire, ça y est, j'ai le cerveau qui explose. Là, c'était tellement confortable, j'ai compris. Première explication, j'ai compris les règles, je savais quoi faire, quoi lancer dès le premier jet de dés, qu'annoncer, comment le jouer, etc. Enfin, c'est hyper intuitif. C'est vraiment des innovations très modernes. Et en fait, ce qui était vachement agréable, vous avez vu comment j'étais même physiquement, quoi. J'étais affalé dans un fauteuil, j'avais le livre sur les genoux, je regardais mon scénar, et en fait, j'alternais entre les compétences et le scénar, parfois je l'ai regardé un point de règle, et c'était tout. Et tu dois pas lancer de dés, toi? Je lançais pas de dés, j'avais pas d'écran, j'avais pas 1 milliard de fiches ou de feuilles. C'est super confortable. Ce qui du coup permet, pour ceux qui ont envie de le faire, mais je peux comprendre que tu n'aies pas envie de faire, ce qui du coup permet la gestion des musiques à côté. Éventuellement, de manière plus simple que sur certains autres jeux. Donc ce sur quoi je voulais faire référence, je le cherchais tout à l'heure à l'instant, c'était page 100, conseils pour le meneur de jeu. Il y a pas mal de conseils qui parfois peuvent nous sembler être des trucs de bon sens, mais évidemment quand j'ai commencé à être meneur de jeu il y a de cela 15 ans, 20 ans, putain 20 ans bientôt. Oh mon Dieu. Sont vachement utiles. Et il y a je sais pas comment le dire, je trouve qu'il y a un vrai effort en tout cas pour présenter le fonctionnement du jeu. Même le livre en termes de design est vachement bien fichu, je trouve. Ouais, il y a un vrai travail. Là les aussi, illustrations sont en haut, c'est facile à montrer, tu spoil jamais parce que le texte est écrit trop petit pour que les joueurs puissent voir. Enfin, les plans, ils sont juste trop bien faits. Les plans sont alors que d'habitude, tu vois, j'aime pas. D'habitude, à nouveau, la couleur se justifie en plus. Voilà, c'est ça. Vraiment, il y a. La mise en page est très bien. Enfin bon, il y a un effort. Mais là, tu vois, c'est quelque chose de très moderne. Si tu regardes par exemple le jeu Chan Renaissance, qui pour moi est un des premiers jeux de rôle classiques modernes auxquels j'ai eu l'occasion de jouer, donc je cite souvent comme l'épicentre, tu vois, de ce type de jeu. C'est pareil. La couleur est au service du propos. Il y a vraiment les mecs, ils veulent faire du couverture cartonnée, couleur, etc. Ils se sont dit, ok, très bien, on aime ça. Et ben on va le mettre au cœur du jeu. Ça va être un des propos du jeu. Ça sert le jeu. Donc ça c'est vraiment bien, je trouve. Il y a vraiment là-dessus, Et le fait que comme tu signales que il y a une forme de gameplay asymétrique dans le jeu, c'est-à-dire que les joueurs sont pas dans la même situation que le meneur de jeu. Ça permet au meneur de jeu d'avoir beaucoup plus d'espace disque disponible, si j'ose dire, de puissance de calcul cérébrale disponible pour d'autres choses. Alors de ce point de vue-là, en revanche, problème de jeu de rôle tradi qui on fait parfois un peu grincer la partie à certains moments. C'est-à-dire que tu es obligé d'improviser tout le temps. J'étais toujours en train de vous manipuler pour vous ramener dans mon canevas. Tu nous as bien manipulé. Oui, j'ai de la bouteille. Hein. Voilà. De négocier avec vous les moments où tu te souviens le moment où tu as négocié pour me dire ah oui mais j'arrive à éteindre la balise. En fait la balise c'est un truc qu'on a complètement inventé comme ça parce que t'as fait 1 milliard de réussites quoi. C'est pas un truc putain, ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé non plus, mais je trouve que la façon dont la narration est entre guillemets partagée dans ce jeu est beaucoup plus souple que dans un JDR. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de capacité créative en tant que personnage. C'est-à-dire que le joueur a des possibilités de créativité, j'ai trouvé. Alors, à moins que ce soit toi qui ait fait des rillettes et qui nous ait laissé beaucoup plus d'espace de créativité, mais j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus libre en termes de créativité que dans un jeu de rôle traditionnel. Alors, à nouveau, je l'ai pris à la Apocalypse World en posant des questions tout le temps. Mais un truc que le jeu suggère de faire, suggère très fortement de faire, dire, je sais pas, t'en penses quoi, comment tu trouves que ça se passe, qu'est-ce qu'il faut comment ça se passe d'habitude, etc. Génial. Donc, globalement, vous, autour de la table, vous avez kiffé? Ouais, carrément. On arrive gentiment à la conclusion. Moi j'ai trouvé ça vraiment si vous avez cool. Des choses à ajouter, c'est maintenant. Et si je peux avoir une campagne de ce truc, je prends. D'accord. Et je te regarde avec des grands yeux très doux. Oui, mais avec plaisir. Moi j'envisage de me procurer la base. La base, ouais, carrément. Question. Fabien. Une vraie question que j'aimerais discuter aussi avec Natacha et Flavie qui sont des professionnels des relations aux enfants ou aux jeunes adultes, ouais. Je sais pas comment on dit ça. Est-ce qu'on peut y faire jouer avec des enfants qui ont l'âge des personnages? Quel est le sens de ma question là derrière? C'est que
c'est un jeu qui les met ça me semble adapté parce que c'est un jeu qui les met au centre. Donc ils sont présents ils sont les héros en quelque sorte de leur propre fiction. Et 2, il n'y a pas besoin d'avoir un univers très compliqué, super riche pour y jouer. Alors, je réponds. Pour moi, en fait, au contraire, il faut un univers très riche, en fait, mais justement, là, en fait, souvent, on se dit, ah, mais non, mais va y avoir, je vais pas lui faire jouer un personnage compliqué et complexe, il va rien comprendre. Au contraire, on a beaucoup joué, en fait, avec des jeunes adultes, et notamment avec mon neveu et ma nièce. On a commencé à les faire jouer dès le CE2, donc c'est vous dire que voilà. Et en fait, ils rajoutaient de la complexité et du drama non-stop à leurs personnages. Moi, je te parle pas de drama, je te parle de complexité d'univers, pas des personnages. C'est pas la même chose. Le personnage, c'est le premier truc dans lequel ils vont se mettre. En fait, l'univers, en fait, ça va être après. En fait, ils ont besoin d'avoir un perso dans lequel ils vont pouvoir se projeter. Parce que là-dedans, les personnages sont complexes, mais l'univers est relativement simple. Bon, en fait, de ce que j'ai pu en voir moi quand je faisais jouer des jeunes adultes et quand je faisais jouer des enfants. Ils ont besoin d'abord d'avoir un perso qui va les botter et ensuite d'avoir un univers où ils vont pouvoir briller avec leurs personnages. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Et là, pour le coup, je trouve ça cool. Par contre, les années 80, c'est pas le truc qui va les faire kiffer. Par contre, ils vont trouver ça cool. Ça dépend, hein. Si leurs parents leur ont montré des films des années 80. Par contre, mon neveu et ma nièce, ils kifferont ça parce que mon grand frère leur a montré tous les films des années 80 et tout, donc ils vont être contents. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Mais par contre, un enfant qui n'a pas vécu ça trouvera ça cool de jouer une team, je pense. Moi, je me poserais pas du tout la question en termes de complexité. Ça m'était même pas venu à l'esprit. Je me poserais plus la question en termes de sécurité émotionnelle. Sur les scènes un peu dures, type le gamin qui manque de se faire battre par ses parents ou qui se fait battre par ses parents. Pas parce que je sais j'ai des gamins qui sont confrontés dans mes classes, donc je sais pas parce que je veux pas leur montrer cette réalité-là du monde, mais parce que les gamins avec lesquels je pourrais jouer, soit en colo, soit en des gamins que j'ai par ailleurs en cours. En colo, c'est encore plus le cas. Je ne sais pas toujours quelles sont exactement les problématiques qu'ils ont à la maison. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour les gamins que j'ai en classe, c'est un peu plus. J'en sais un peu plus, mais par contre, je ne sais pas comment vont réagir les parents si ils leur racontent la partie. Maintenant, c'est les enfants qui vont choisir. Parce que les trucs dont tu parles, c'est moi qui les ai choisis pour mon personnage. Ouais. C'est les enfants qui vont choisir en fait le personnage qu'ils vont faire et le problème auquel ils vont être confrontés. Déjà dans un premier temps. Oui, mais si l'un d'entre eux autour de la table choisit des problématiques auxquelles l'autre est confronté, ça tu peux pas l'empêcher. Ça je pourrais pas l'empêcher. Maintenant, on a tendance à oublier à la base le côté cathartique des contes. Vous ne pourrez pas. J'allais venir. Enfin. On a beaucoup édulcoré les contes à une époque en pensant que c'était trop pour les enfants et tout. Au final, les contes que mes élèves préfèrent, et je rappelle que là actuellement je bosse en CP et en CE1, sont les contes effrayants d'Hansel et Gretel où ils me réclament le moment où la sorcière risque de mettre dans le four le petit garçon. C'est je vais pas me rappeler la sorcière russe. Baba Yaga, c'est leur conte préféré. Ils l'adorent, ils me le réclament. Oui, raconte-nous, maîtresse, comment elle brûle dans les flammes. le moment où elle les poursuit avec la maison poule qui pousse des bruits terrifiants, ils adorent. Alors. Oui, il y a des choses qui peuvent être confusantes, être confondantes, mais là a priori on est quand même sur un truc où c'est eux qui vont choisir. Je propose d'ailleurs plutôt de faire des tables avec des enfants si vous faites ça qui auront peut-être pas énormément de différence d'âge. Maintenant nous mon neveu et ma nièce ils avaient 2 ans de différence d'âge donc ça se faisait très très bien généralement. Tout à fait. Mais oui, ils seront peut-être. Moi, je sais que quand on a joué avec mon neveu, il a joué lui-même une scène qu'il a masterisée tout seul, où il racontait qu'il avait vu son père se faire décapiter par son pire ennemi, et ensuite il était à un moment de sa vie où c'était très compliqué et où il avait besoin d'exprimer de la violence. Il l'a fait dans le jeu de rôle et ça lui a fait énormément de bien. Oui, mais en fait, ce que j'allais dire, c'est, je me poserai la question avant de le faire.
Et si je le faisais, si je prenais la décision de le faire, ça prendrait aussi un temps de débrief. De la même manière que il peut arriver que en études cinématographiques, par exemple, je fasse des scènes un peu effrayantes ou un peu violentes. J'ai fait le personnage d'Aragorn en 5e, par exemple, avec des extraits du film. Il y a des scènes de combat qu'on a analysées ensemble, on a analysé à l'écran comment c'était mis en scène, etc. Mais parce que c'est une violence qui est accompagnée avec moi, c'est pas la même chose que si c'est juste servi comme ça. Voilà. Donc du coup, je pense que je prendrais un temps de débrief ou un temps de... Puis même un temps d'explication avant. Mais ça, à mon avis, c'est toujours avec des enfants, c'est obligatoire. Mais même Fabien l'a fait avec nous, même pour les adultes, en fait. T'as expliqué l'univers, t'as expliqué ce qu'on pouvait jouer. Et, enfin, je pense que c'est plus mine de rien, on fait un débrief dans les micros. Je sais pas, mais moi, en tout cas, je me suis jamais posé ce genre de questions. Est-ce qu'un jeu est fait pour les enfants ou pas ? Moi, je prends un jeu et puis je me dis, il est bien. Les enfants vont bien aimer. Ouais, on joue comme ça avec les c'est juste que quand il y a des scènes que j'estime que les enfants n'ont pas à être confrontés ou etc., je me dis bon bah je vais pas leur faire jouer à ce jeu-là. Mais en réalité, moi, je ferais jouer à tous les jeux de rôle aux enfants, sauf s'il y a des scènes où je me dis non, faut pas faire. Tu vois, c'est plutôt d'un point de vue négatif que je le vois moi. Pour moi, tous les jeux sont pour les enfants. Et puis après, bah, quand il y a des scènes qui ne sont pas pour les enfants, donc une réponse, par exemple, pour Tales of the Loop, ce serait de dire que pour les problèmes. Tu proposes une liste de problèmes que toi t'as choisi comme adulte, qui sont peut-être. Ah non, même pas. Tu proposes aux enfants, tu vois les réactions, tu jauges. C'est très compliqué en réalité. Et si tu vois qu'il prend un problème qui peut vraiment amener des trucs un peu chelous, t'en discutes avec lui. Je dirais qu'à partir du moment où tu fais un jeu de rôle traditionnel et que tu joues avec des enfants, même un jeu de rôle normal. Tu te dises, attends, quand t'es animateur d'un jeu de rôle quel qu'il soit et que tu joues avec des enfants et que tu es un adulte, il faut que tu sois beaucoup, à mon avis, beaucoup plus attentif à leurs réactions. Alors, il faut que tu sois beaucoup plus dans l'empathie, etc. C'est-à-dire que parce que justement, tu as affaire à du contenu, un contenu malléable, fragile. Alors, sachant que la dernière fois que Rome a fait jouer des enfants, il y avait mon neveu, ma nièce, et il y avait mon fils de 5 ans à table. Et c'était un scénar que moi j'ai pu jouer par ailleurs. J'ai joué à ce scénar-là avec une table d'adultes. Donc c'était le même scénar. Et sachant qu'il y avait un enfant, un des PNJ principaux impliqués dans le scénario, c'est un enfant. Et il lui arrive des trucs qui sont pas forcément cool. Donc j'étais très attentif, j'ai regardé comment Soren réagissait, je connais bien mon enfant. En général, il y a ça aussi qu'il faut dire, on en vient à ce que tu disais tout à l'heure Natacha, c'est qu'en général le rôliste qui va faire découvrir le jeu de rôle à ses enfants, ce sont ses enfants, donc il sait bien aussi quels sont les... Tu vois. Alors que toi en colo, Natacha, justement, ce que tu disais... Voilà, moi je ne connais pas forcément très bien tout l'arrière-plan familial et culturel de tous les gamins que j'ai en colo. Moi je connais bien mon neveu et ma nièce. J'essaye de faire en sorte de connaître celui de mes élèves, mais c'est pas toujours le cas, où je le connais pas forcément toujours de manière approfondie. Et surtout, si je ne fais pas cette partie-là de débriefing, je ne peux pas savoir comment ils vont parler de ce qu'on a fait à leurs parents. Et du coup, je ne peux pas savoir quelles vont être les réactions des parents aussi. Sachant qu'en littérature, c'est aussi pour me protéger moi en tant que professionnel. Et sachant qu'en littérature, quand je fais des contes qui font un peu peur, j'ai un moment d'abord où j'explique que ça va faire un peu peur, etc. Et on va avoir quelques frissons et on fait un débrief après aussi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu, et on fait des dessins pour lâcher un peu le tout. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça peut se passer vraiment comme ça ? Si oui, est-ce que vous connaissez des maisons avec des pattes de poulet ? Bah oui, mais c'est important. Fabien, je suis frappé par le fait que depuis quelques années maintenant, dans la ligne éditoriale tentaculaire de la cellule, il y a quand même une tentacule qui ressort souvent, qui est le thème de l'enfance. Oui. Alors évidemment, ça s'explique par le fait que Flavie et Natacha sont des professionnels, comme je l'ai déjà dit, sur aussi, et Maxime, oui, tout à fait. On arrive aussi en âge d'avoir des enfants. Voilà, on commence tout doucement à passer de la vingtaine à la trentaine. C'est même fait depuis un moment pour pas mal d'entre nous. Donc, on est à un âge où socialement, on attend de nous qu'on ait des enfants. Et je pense aussi que c'est aussi dû à une forme de, comment dire, culturellement, dans la culture pop, il y a une vraie attention portée à ça. Oui. Je dis ça parce que je pense qu'il faut en être conscient, parce que je réfléchis aussi beaucoup à la thématique de la vieillesse de mon côté. Ouais. Parce que de l'autre côté, si moi je vieillis, mes parents, mon papa a quand même 80 ans cette année, par exemple. Tu te dis, il n'y a pas de jeu de rôle sur les vieux.
Et c'est vrai que la vieillesse, c'est un thème qui est nettement... Doudou et Dentier, Flavie. Doudou et Dentier, c'est le moment d'en parler. Je sais. Moi, j'aime bien jouer les vieilles. Et alors que c'est un vrai thème sur lequel il y a une bonne part de l'humanité, du patrimoine de l'humanité qui réfléchit aussi à la surtout en ce moment, puisque il y a de plus en plus de... Il y a une très belle BD qui s'appelle... Dans les pays occidentaux. Mais est-ce qu'on pourrait pas parler d'autre chose ? Qui est l'histoire d'une femme qui a, je sais plus, autour de la cinquantaine comme ça, donc qui est l'autrice de la BD, et qui parle du moment où ses parents à elle sont partis en maison de retraite et où il a fallu qu'elle gère en fait leur grande vieillesse, qu'elle vide leur appartement. Elle dit vider l'appartement de ses parents, c'est un rite initiatique des êtres humains. Et qu'il a fallu affronter la grande vieillesse et la mort de ses parents. Il y a beaucoup de jeux de rôle sur la mort quand même, sur le deuil. Oui, mais rarement des jeux sur la mort naturelle. Le déclin, la mort naturelle, le fait d'accompagner quelqu'un qui est par exemple en grande maladie. Dans Blistage, j'ai un peu cette thématique-là par exemple. Après, je te rappelle qu'il y a 10 ans, 15 ans, c'était exclu de faire des jeux qui aient d'autres thématiques que les elfes et les gobelins. Donc, bien sûr, sois patient. Bien sûr, mais excuse-moi, Fly, je te passe la parole, mais Julien Poire faisait la remarque il y a pas très longtemps qu'il en avait assez de jouer toujours des ados de 15 ans. Bon, je trouve que ça reste très intéressant de poser la question de la jeunesse. Mais néanmoins, j'entends le fait que ce serait intéressant aussi de commencer à réfléchir à des jeux de rôle sur la vieillesse. Moi, j'avais quelques projets, mais que j'ai jamais menés à terme sur ce sujet. Et voilà, je propose l'idée. Juste, je me faisais une réflexion l'autre jour et on avait commencé à en parler hier soir. Donc du coup voilà, mais qu'en fait. Peut-être un vœu pieux, j'ai l'impression que du point de vue de notre génération, qui est née en fait avec les ordinateurs, avec les jeux vidéo et avec tout plein de choses qui sont encore utilisées aujourd'hui, c'est certainement un vœu pieux. Hein. Mais est-ce qu'il y aura autant d'écarts culturels qu'avec... Parce que moi j'ai des vieux papa et maman en fait. Ouais, pareil. Et eux, ils ne jouent pas. Parce que ça se faisait pas à l'époque, parce qu'en plus on est dans une époque très genrée, tout ça, donc l'homme ne joue pas, la dame à un moment, quand tu vieillis, il faut faire des trucs d'adultes, et eux ils ont pas joué aux jeux vidéo, et eux ils ont pas vu de films pop parce que du coup ils s'en trouvent assez exclus, et là où avec mon neveu et ma nièce, qui, avec mon grand frère qui est plus âgé, beaucoup plus âgé que moi, on a une génération de différence. Il y a moins de différence entre les deux. Par exemple, là actuellement, il y a les comics, mais moi, on n'est pas un exemple, Flavie. On n'est vraiment pas un exemple. On continue à jouer, on enregistre des podcasts sur Internet. Oui, mais il n'empêche que, par exemple, quand tu vois les comics, qui sont des trucs qu'on a lus plus jeunes et qui aujourd'hui sont entre guillemets la mode, est-ce que plus tard ça permettra pas de combler mais regarde la manière dont ils sont la mode. Bref. On va pas rentrer dans ce débat. Pour la petite histoire, mon papa a énormément joué à la Game Boy quand j'avais une Game Boy. Mais lui ne jouait que à Tetris. Et il explosait les scores de Tetris. Il doit être un recordman du monde caché de Tetris. Il vidait, pour te donner une idée, il vidait les piles de la Game Boy. Mais regarde la façon dont on parle. C'est presque une fierté pour toi que ton papa il touchait à une Game Boy. Pour toi, tu pouvais dire à tes copains, moi mon papa il jouait à une Game Boy. Je me souviens, Erwan, un pote à nous, Erwan Lecoq, il avait son père, il collectionnait toutes les consoles de chez Sega. Mais je veux dire, on rêvait tous d'avoir son père pour papa, quoi. C'est grand papy console. C'est trop bien. Mais sauf que en réalité, c'était marginal. Et nous, de la même manière, je pense, malheureusement, Flavie, on est marginaux de ce point de vue-là. Alors, cite-moi un adulte de 38 ans à part nous qui collectionne les nerfs. Cela dit, et qui fait des batailles de nerfs chez lui. Cela dit, moi, nos amis. Ouais, mais à part nos amis proches qu'on a mis au nerf. Ma grande fierté, c'était d'avoir une maman fan de Star Wars et des Rolling Stones. C'est pareil. Je sais que c'est pas le cas de mes amis. Cela dit, ce que ça dit effectivement, ou ce que la remarque de Flavie suggère, c'est que ça interroge aussi nous à notre rapport à l'enfance en tant qu'adulte. Et un truc que j'essaierai de faire si j'ai des enfants, ce sera de m'intéresser à ce qu'ils font. J'ai l'impression que justement cet écart générationnel qui était quand on grandit, on devient adulte et il y a une séparation avec le monde de l'enfance, fait qu'aujourd'hui... Là, on vient à Tales from the Loop d'ailleurs. Aujourd'hui, en fait, il y a un vrai problème pour parler avec des gens d'un certain âge qui te disent des trucs et t'es là, mais je te parle pas de ça, t'es à côté de la plaque. Je trouve que en fait, ce problème de Tales of the Loop avec les adultes qui comprennent rien, je l'ai encore en fait. Alors que
j'espère, c'est justement comme on a vécu ça, j'espère que plus tard on en prendra de la graine. Hier soir, je crois que j'entendais Vivien qui disait j'espère que je réussirai à garder un petit peu de contact avec la réalité et avec ce que feront mes petits-enfants. Ouais. Parce qu'en fait, cet écart générationnel fait que le moment où on est vieux, en fait, ça fait pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'ai envie de jouer des gens vieux qui feront envie quand ils nous verront dans notre maison de retraite en train de nous éclater à jouer à Est-ce que là j'ai envie de jouer un vieillard? Il y a déjà des maisons de retraite pour geeks qui sont en train de se monter aujourd'hui. Non mais tu vois, est-ce que là j'ai envie de jouer un adulte? Est-ce que là j'ai envie de jouer un adulte qui considère que le monde des adultes en fait c'est rien faire de fun et c'est tout considéré d'un point de vue matérialiste et tout? La réponse est non. Ça je le dis pour les auditeurs qui nous écoutent, il y a un énorme business pognon énorme à faire autour d'EHPAD pour des vieux comme nous. Il y aura un énorme besoin dans 30-40 ans de maisons de retraite dans lesquelles on trouvera des jeux de société, du Magic. On en parle dans la saison 49 de la cellule dans 40 ans. Et en plus, avec la PlayStation 23. Et en plus, comme on aura oublié la fin de tout, et ben on pourra rejouer et relire tout. C'est trop bien. Parfait. Ton meilleur pote, ce sera le mec à qui tu peux toujours faire redécouvrir Star Wars parce qu'il l'a oublié. Mais si, je te jure, moins de difficulté pour lancer les dés aussi. Trop bien. Il leur découvre. Mais bon, oui, ce serait cool de pouvoir jouer des gens plus âgés, mais voilà, moi je peux comprendre qu'il y ait des gens que ça botte pas dans la mesure où il y a un écart générationnel aussi. On est dans une époque où, j'espère que ça continuera, on se pose plus de questions sur, tu sais, tous ces questions-là sur le virilisme, le féminisme, etc. Je pense aussi que c'est une question pas sur le jeunisme, mais est-ce qu'on doit vraiment rejeter ce qu'on était quand on était des enfants, quand on passe à l'âge adulte? La réponse est non. Et ça éviterait peut-être de considérer les enfants comme des cons. Oui, mais inversement, il y a un équilibre aussi à trouver à ne pas, tu vois, on revient aux thématiques de la nostalgie, à ne pas fétichiser son enfance. Ah non, mais je parle pas de ça. Mais je sais bien. Je parle même juste d'éviter les écarts générationnels dus en fait à des cultures qui ne peuvent plus se rencontrer. Mais il y a une forme d'équilibre, j'ai l'impression, à trouver, tu vois, entre le fait ben voilà, ce que je viens de dire. Mais je pense qu'on est dans un état en ce moment de recherche là-dessus. Ouais. Mais pas seulement sur les écarts avec les enfants, globalement sur comment on peut se parler, quels que soient les problèmes de culture. Encore une fois que l'idée que on reste toujours, enfin moi ça me fait toujours penser à ce que Cordero, notre prof de philosophie grecque, nous disait de ce que les Égyptiens pensaient des Grecs, les premiers philosophes, que les Égyptiens disaient des Grecs qu'ils étaient des grands enfants. Est-ce que quelque part, ce que tu dis là, tu le dis pas parce que toi, t'es une grande enfant dans la mesure où t'es philosophe, t'as eu des études de philo, tu t'émerveilles de tout, t'es toujours en curiosité, etc. Et encore une fois, est-ce que peut-être nous sommes des marginaux, Flavie, peut-être qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas comme ça. Moi, je pense pas parce que quand je vois le monde comme il était il y a 10 ans ou comme c'était il y a 12-13 ans quand j'allais dans des conventions et quand je vois en ce moment comment les gens évoluent, même dans mon travail, moins sur les personnes qui sont plus âgées, mais dans notre génération, j'ai envie d'être optimiste. Oui, d'accord, très bien. Voilà. J'ai envie d'être optimiste sur ce qui se passe en ce moment et de me dire que ça va mener à un état où on pourra essayer communiquer entre générations. Il n'y aura plus de fossé générationnel. Même pas de génération. Globalement, quand on aura un espace même de culture, etc., d'essayer de se parler, quoi. Okay. Ouais. Sans que ce soit nous qui imposions notre culture à Exactement. nos enfants. Parce qu'il y a cet enjeu-là aussi. J'ai l'impression que c'est une espèce de suite au podcast sur la nostalgie qu'on est en train de faire, une vision peut-être plus positive de ces références-là. Je te dis, on en reparle dans 40 ans. On en reparle encore. Je pense que oui, effectivement, comme tu l'as dit, Fabien, tu as noté que c'était une thématique montante dans les podcasts de la cellule et je pense qu'elle va continuer de monter. Et là, pour l'instant, on parle des jeunes enfants. Mais c'est intéressant aussi, tu vois, sur le long terme, c'est que la cellule évolue avec notre classe d'âge, quoi. Mais pas uniquement, parce qu'il y a je te rappelle qu'à la cellule, il y a Pierre Rosier, qui a 18 ans. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de dire que la cellule, c'est un truc de trentenaire. Bien sûr. C'est juste pas vrai, en fait. C'est pas que un truc de trentenaire. Non, mais pas unique. Non, c'est-à-dire qu'en fait, je m'assure du renouvellement générationnel de la cellule. Et on a aussi des gens plus âgés. Chaque année, j'essaye de faire en sorte, oui, on a des gens plus âgés aussi. J'essaye de faire en sorte à chaque fois d'avoir des personnes, justement, qui ont connu le jeu de rôle d'autres façons, d'autres manières, pour justement toujours enrichir les débats et les conversations autour de ces micros. Très intéressant d'ailleurs la petite remarque de Natacha hier quand on jouait je vais pas pouvoir faire ma recherche sur Google puisqu'à l'époque c'est le mais ça Internet en fait tu vois pas. Je me disais à un moment je me demandais est-ce qu'on doit forcément jouer à Tales from the Loop dans les années 80
Et en fait, il y a quand même un truc qui est vachement important, c'est que comme t'as pas de portable, t'as pas accès à Internet, et tu peux pas, t'as pas le moment où tu peux appeler un adulte pour. Donc quand t'es tu vois le moment où vous êtes sur la fin en train de vous approcher du cimetière de industriel qui est à moitié envahi par les marais et tout, vous êtes sur vos pédalos et tout avec les oiseaux tueurs qui sont au-dessus de vous. Vous pouvez pas appeler la police en disant on est dans la merde. C'est débrouillez-vous quoi. J'allais dire, c'est en plus non seulement c'est ça, mais en plus c'est créateur de jeux ou de fiction. Les premières saisons de Buffy reposent là-dessus. Il y a des quiproquos qui auraient pu être évités s'ils avaient des portables, mais du coup ça crée de la fiction parce qu'ils n'ont pas de portable justement. Et qui n'a pas vécu une situation quand on a vécu dans ces années-là? Moi j'ai des souvenirs monstrueux de moments où je me retrouve bloquée parce que je décide de monter un mur. Bon, je suis repassée devant ce mur, en fait il était pas si haut que ça, mais à l'époque moi je trouvais que c'était une montagne et je me retrouve bloquée au milieu et impossible de faire à l'arrière et à l'avant, et mon frère décide d'aller chercher mon père et t'attends une bonne demi-heure accroché à un rocher et t'es là, hey, je vais tomber et ça t'apprend moi c'est les boules, et en effet t'as pas de portable quoi. Les enjeux techniques sont différents aussi, puisque tu n'as pas vous parlez de téléphone portable, mais moi je parlerais plus exactement d'ordinateur portable aussi. Tu peux pas te connecter, il y a pas de réseau, il y a pas d'internet, tu peux pas commencer à faire du hack, etc. Tu peux pas hacker le temps. Juste avec. D'ailleurs, ton Commodore, il était vachement efficace. En réalité, je m'en servais parce qu'il me conférait 2D, quoi. Oui, bien sûr, mais c'était un Commodore du futur, quoi. J'aurais presque pu faire tout ce que j'ai fait, j'aurais quasiment pu le faire sans ordinateur. Puisque l'analyse de la puce et tout ça relevait plus du microscope. Surtout le bruit que tu provoquais pour faire peur aux oiseaux. En fait, t'aurais pu l'enregistrer sur un Walkman. Et le faire. Ouais, j'y ai pensé, mais c'est juste que comme c'était mon objet fétiche, j'avais tendance à l'utiliser un peu comme ça. Parce mais en réalité, avec un Commodore, tu fais rien. Romaric avait mis en place un son. On n'a pas vraiment parlé de la fiction. C'est vrai, c'est pas grave, les gens pourront commenter. 1h30 de podcast. Les gens pourront commenter pour mettre dans les commentaires qu'on a quoi vous allez jouer? Vous allez jouer, en fait. C'était des oiseaux qui parlaient, on l'a dit. Voilà, et puis on remonte à la source, on va de gens en gens, et puis à la fin, il y a un monsieur qui a eu un gros, en même temps, une grosse tristesse, un gros chagrin d'amour. Un gros chagrin d'amour. Mais racontez pas la fiction, ça sert à rien à 1h30 de podcast. On peut pas dire qu'on leur a complètement inutile, quoi. On l'a fait. Voilà, il a eu un chagrin d'amour et puis pam. Ok, d'accord, très bien. Merci à vous d'avoir animé ce podcast. Merci Flavie, merci Natacha, merci à toi Fabien de nous avoir amené Tales from the Loop. Putain, je vais jamais y arriver, et de nous l'avoir backé, de l'avoir présenté. À très bientôt tout le monde. Salut. Bien. Et surtout jouez bien. À bientôt.